Salut tout le monde, vous êtes sur le point de visionner une discussion scientifique qui s'est déroulée sur Twitch le 28 février, avec Michael Morlet-Rivelli, psychologue, doctorant et expert judiciaire en psychologie. On a parlé des problèmes de l'expertise, du manque d'uniformisation de la pratique expertale en psychologie et de la place de la science dans la justice. On parle de psychanalyse, de criminologie, de justice et un peu d'actualité. On se retrouve sur Twitch pour d'autres discussions scientifiques les mercredis, twitch.com/dequoi. Merci à vous et bonne écoute. Donc on accueille Michael Morlet-Rivelli, qui est psychologue, expert judiciaire près la cour d'appel de Reims, hein, parce qu'on ne dit pas auprès, j'ai appris ça il y a 1 heure, donc je le dis, parce que voilà, et qui est doctorant en psychologie légale, qui est aussi donc doctorant au LABSCO, c'est-à-dire à l'université de Clermont-Ferrand, au laboratoire de psychologie sociale et cognitive à Clermont-Ferrand, et c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de parler. Donc bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Bonjour, oui, je vais bien, merci. Je prends un coup de flotte parce que j'ai l'impression d'avoir la salive qui pèse 3 tonnes. Et on va pouvoir J'ai attaquer. un décalage entre mon ordinateur et mon iPad, Ah merde. donc je vais suivre à 5 secondes de différé les questions éventuelles qui seront posées, Il n'y a pas de mais c'est souci. pas Je, très grave. je te les ferai C'est plus passer combien de besoin? et il n'y a pas de Ça marche. souci. Alors, je vais laisser, comme j'ai instauré ça tout seul de mon côté, je vais te laisser te présenter comme tu en as envie, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, exactement comme tu as envie. Oui, bien bonjour, bonsoir les gens qui me connaîtraient pas. Je m'appelle Michael Morlet-Rivelli, je suis psychologue, clinicien et psychothérapeute. Je suis également expert judiciaire près la cour d'appel de Reims. La ville du Champagne, parce qu'en général, les gens savent pas trop où se trouve Reims, mais quand on parle de Champagne, ça va tout de suite mieux, puis de la cathédrale Bizarrement. aussi un petit peu. Je suis également doctorant, comme tu l'as dit, à l'université de Clermont-Auvergne et à l'université de Montréal. J'ai un doctorat en codirection. Que dire de plus? Je suis psychologue depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis diplômé d'un master de psychocriminologie et victimologie obtenu à Rennes 2 à l'époque, qui existe toujours, mais qui a pas mal changé d'après ce que j'ai compris. Et je suis, j'ai tout de suite, après la fac, lancé mon activité libérale. Je n'ai jamais pratiqué en institution. Donc en tant que psychothérapeute, et je me suis formé, j'ai fait différents DU dans le domaine de la psychothérapie notamment. Et en 2018, j'ai renoué avec mes premiers amours de la criminologie. Donc je suis devenu expert judiciaire en psychologie légale. Et voilà, et donc j'ai commencé un doctorat il y a 2 ans, sur le sujet de l'expertise. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si ça intéresse les gens. Mais voilà, globalement, que je peux te dire, je suis pas certain que le reste intéresse beaucoup les gens, mais en gros, voilà l'idée de base, quoi. Très bien. Alors, bah, on va attaquer tout de suite et j'ai envie de commencer presque sur ton travail de thèse, vu que ça fait visiblement 2 ans que tu es en thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu cherches en fin de compte? Quel est ton thème et comment tu attaques tes recherches? Alors, j'ai un sujet de thèse qui est vraiment issu de ma pratique de terrain en tant qu'expert judiciaire. Je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait, parce que quand tu es expert judiciaire, tu reçois quand même beaucoup de procédures et tu as la possibilité très, régulièrement, très fréquemment de voir, le travail que font les autres experts, Hmm. notamment psychologues et psychiatres. Et je me suis rendu compte en fait que, il y avait un certain nombre de choses qui m'interpellaient dans ce que je pouvais lire des rapports d'expertise psychologique, notamment sur le plan de la validité scientifique. Je pense qu'on en reparlera beaucoup, ce soir. Et en fait, je me suis posé la question de savoir, mais comment les magistrats peuvent comprendre un peu ce qui se passe, d'une part, et d'autre part, comment ils peuvent faire le tri entre, des observations, des analyses, des conclusions, valides sur le plan scientifique, fiables sur le plan scientifique, et des conclusions qui ne le sont pas ou qui ne le sont pas assez, en termes de marge d'erreur, «admissible» entre guillemets. Et en fait, j'ai construit un sujet de thèse autour de cette thématique-là. Et j'ai commencé à faire des formations parallèlement aux magistrats et aux avocats, et je me Ah suis oui. posé la question, ouais, j'interviens régulièrement auprès à l'École nationale de la magistrature et auprès des barreaux d'avocats. Je les forme à la méthodologie scientifique. Et en fait, ce que je cherche à comprendre à travers mon sujet de thèse, c'est l'influence que peut avoir une formation, minimaliste à certains concepts clés de la méthodologie scientifique, sur la capacité du juge d'instruction à pouvoir distinguer les données probantes de données non probantes dans un rapport d'expertise psychologique.
L'hypothèse que je fais, c'est que le juge d'instruction n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances très poussées en psychologie. Ce dont il a besoin, de mon point de vue, et je vais tester cette Mhm. hypothèse-là, ce dont il a besoin, de mon point de vue, c'est de pouvoir avoir une connaissance minimaliste sur les critères de scientificité d'une notion, ou d'une théorie, ou d'une méthodologie, de manière à ce qu'il puisse distinguer, voilà, la donnée qui est fiable de la donnée qui ne l'est pas. Donc, je suis en train de mener un certain nombre d'études sur cette thématique-là. J'ai aussi d'autres thématiques de recherche qui tournent autour de l'évaluation du risque de récidive et de la psychopathologie légale. Ok. Donc voilà, en gros, mon sujet de thèse, au niveau de la recherche, on est là. C'est pas mon activité Ouais. principale. Je pense que ma directrice de thèse et mon directeur de thèse me taperaient sur les doigts s'ils entendaient ça. Malheureusement, il faut que je m'y mette un peu plus, mais grosso modo, mes thématiques de recherche tournent autour de cette notion-là, quoi. Ok. Ok. Alors, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'effectivement, euh, on pourrait imaginer que les magistrats en général, pardon, que les magistrats en général ont, d'une manière ou d'une autre, une connaissance, au moins un petit peu, de comment fonctionne la science, parce que même si on n'y connaît pas grand-chose, comme moi, hein, j'ai jamais eu affaire à la justice, je touche du bois, on va dire, et ni de près ni de loin, mais bon, on sait qu'il y a des rapports d'expertise psychologique, mais aussi tout autre, sur les armes à feu, sur tout un tas de trucs. Et effectivement, en fait, c'est presque en t'entendant parler, je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'ils lisent? Est-ce que tu pourrais peut-être développer un petit peu sur ce que tu perçois ou ce que tu sais de la place de la science dans la justice, en fait? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est là, qu'elle aide, mais est-ce qu'elle est, par exemple, est-ce qu'elle est prise comme une preuve? Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que ton expertise est prise comme une preuve, par exemple, ou des affaires, ou on va dire des circonstances atténuantes ou pas? Bref, en général, c'est vraiment comment la justice s'occupe de la science, quoi. Bon, bah, on est parti pour 4 heures à peu Allez, près de réponses. on a le Non, temps. c'est une question passionnante, mais qui nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de nuances, beaucoup de pondération. J'aurais pas la prétention de répondre à la question de savoir quelle est la place de la science dans la chaîne pénale, ou dans la chaîne civile, hein, d'ailleurs. Moi, je fais pas d'expertise en matière civile, hein, je tiens à le préciser, c'est important aussi. Je parle à travers le prisme qui est le mien, évidemment. J'ai Alors, pas la pardon, c'est quoi une prétention de. expertise civile? Je vois même pas ce que c'est. Ah, en gros, quand tu es expert judiciaire, tu as la possibilité de pratiquer en matière civile ou en matière pénale. En tant qu'expert psychologue, en matière civile, on va surtout te désigner en matière d'affaires familiales, tu sais, pour des Ah, ok. problématiques de garde d'enfants, Ah oui. d'assistance éducative, de parentalité. Et en matière pénale, bah, c'est lorsqu'il y a une infraction pénale qui a été commise, ou Hmm, dont on envisage qu'elle a été commise. Et donc, dans ce cas-là, tu peux être désigné soit sur l'individu qui va déposer une plainte, qui déclare avoir été victime d'une infraction pénale, ok. ou à minima d'un acte transgressif, et tu peux être aussi amené à examiner un individu dont on pense qu'il peut être auteur d'une infraction pénale. Ok. La question de la science, la place de la science dans l'expertise, je pense que c'est un débat éternel, hein. J'ai retrouvé dans le cadre de mes travaux de recherche des écrits qui datent de plus d'un siècle. C'est une question qui s'est toujours posée, évidemment du côté de la police scientifique, dans les premiers lieux, mais la psychiatrie légale n'en a pas fait l'économie, et très vite dans son histoire. La psychologie légale est arrivée beaucoup plus tard. Mais est-ce que l'expertise psychologique peut être considérée comme une preuve? Si tu veux, il y a toute une nuance à apporter qui est fonction de l'importance que va y donner le magistrat. Hmm, Les textes de loi, les textes juridiques disent que un magistrat qui a ordonné une expertise n'est jamais tenu à l'avis de l'expert. Jamais. hmm, C'est-à-dire que l'expertise judiciaire a pour but d'apporter un éclairage à un magistrat sur une question d'ordre technique. L'ordre technique est dit entre guillemets, c'est de cette manière-là qu'il est écrit dans le texte de loi, c'est l'article 156 du Code de procédure pénale. ok. Lorsque se pose une question d'ordre technique, une juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner une expertise, et donc le magistrat va désigner un professionnel qui est censé être compétent dans son domaine pour répondre à un certain nombre de questions qui auront pour but, pour finalité, d'éclairer le magistrat sur la procédure dont il a la charge. Voilà. Donc quand tu es Ok. expert psychologue, encore une fois, je parle en matière pénale parce que je fais pas du tout de civil, par incompétence et par manque d'intérêt. En procédure pénale, on va te demander, alors les classiques,
évaluation, démarche d'évaluation de la personnalité, des fonctions cognitives, éventuellement de la psychopathologie, etc. Ok. Et puis après, il va y avoir une distinction sur des questions selon que tu vas être amené à examiner le mise en cause ou la plaignante, ou le plaignant. Mhm. C'est-à-dire qu'on va te demander pour le mise en cause d'évaluer la dynamique du passage à l'acte, qu'est-ce qui fait que cet individu-là a pu faire ça à ce moment-là de sa vie. D'évaluer les capacités d'insertion, de réinsertion sociale, donc l'évaluation du risque de récidive. On Ah peut oui, ça parfois te c'est fait demander directement au procès. Ouais, c'est intéressant. Direct, enfin au procès, alors on ça doit peut être fait directement dans en phase l'expertise, quoi. pré-sententielle, c'est-à-dire avant un procès, mais ça peut être aussi en phase, fait en phase post-sententielle, quand tu es désigné par exemple par un juge de l'application des peines qui souhaite évaluer, le la dangerosité, ce qu'on appelle la dangerosité, ou le risque de ou Hmm. le risque de récidive d'un individu. Ok. Par exemple, qui a purgé une longue peine et qui, demande un placement sous libération conditionnelle ou un placement sous surveillance électronique, tu peux être amené à faire ça. Les aspects psychothérapeutiques aussi, évidemment. Et puis pour un plaignant ou une plaignante, on va évaluer tout ce qui est de ce qu'on appelle le retentissement psychologique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un trouble de stress aigu, de stress post-traumatique, est-ce qu'il y a un retentissement psychologique sur le plan social, sur le plan du parcours, professionnel, Ouais, et ok. cetera. Et puis le contexte de dénonciation des faits aussi. Alors on parle plus de crédibilité depuis l'affaire Doutreau, même s'il y a des parquets qui demandent encore explicitement d'évaluer la crédibilité de la victime. Alors, Il y l'affaire en a beaucoup. Doutreau, est-ce que tu peux un tout petit peu résumer? Je sais pas si tout le monde sait Ouais, bien en 2 mots, exactement. l'affaire Doutreau, c'est une affaire qui se situe dans la ville d'Outreau, dans le nord de la France, qui est une ville collée à Boulogne-sur-Mer. On est au début des années 2000, des enfants, qui habitent, dans une cité, plus précisément dans la Tour du Renard, dans une cité d'Outreau, font des allégations de violences sexuelles. Et en fait, l'affaire va prendre une ampleur assez incroyable puisque, alors au départ, ils accusent leurs parents et un couple d'amis du parent qui habitent Mhm. dans le même immeuble et puis le chemin faisant, en fait, la procédure va prendre une dimension, assez incroyable parce que les enfants vont se mettre à accuser tout un tas de personnes qui gravitent autour de cette tour dans la cité, donc des gens qui habitent dans la tour ou qui n'habitent pas dans Mhm. la tour. Il y a le prêtre du coin, il y a l'huissier du coin, il y a la boulangère du coin, et cetera, qui d'ailleurs n'a jamais pétri une baguette de pain comme aimait le rappeler son avocat, qui est ministre de la justice maintenant. Et ils Ah vont oui. accuser en fait tout un tas de personnes et on va se retrouver avec, énormément de co-accusés de alors j'ai peur de dire des bêtises, mais de mémoire, il y en avait 16, je crois, 16 co-accusés. Oui, une grosse affaire. Finalement, on quasiment tous été innocentés parce que les parents et le couple de voisins initialement dénoncés par les enfants, ont été condamnés de mémoire, Mhm. ont été reconnus coupables, mais tous les autres ont été innocentés et en fait, alors il n'est pas question de dire que les experts étaient totalement responsables de ce qui s'est passé, c'est pas du tout le cas. Mais les experts ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé parce qu'à l'époque, on leur a demandé de se prononcer sur la crédibilité des enfants, des déclarations des enfants, et ils ont tous, ils se sont tous prononcés plus ou moins fermement sur une crédibilité acquise des Mhm. déclarations. Donc on n'a pas remis en cause les propos des enfants à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les experts ont été énormément pointés du doigt après parce qu'ils avaient utilisé des théories qui n'étaient pas franchement valides sur le plan scientifique, des outils qui n'étaient pas valides sur Ah le plan ouais. scientifique, des tests projectifs, etc. Donc, encore une fois, les experts ne sont pas totalement responsables d'outreau. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire par la suite qui a été réalisée. Il y a eu quand même un Ah oui. énorme travail qui a été fait de réflexion sur le pourquoi on en est arrivé là et pourquoi il faudrait qu'on n'en arrive plus là maintenant. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Pour ceux que ça intéresse, le rapport de la commission d'enquête parlementaire est en ligne, toujours. C'est un Mhm. rapport qui fait 600 pages, c'est extrêmement intéressant à Ah lire. yes. Donc il y a eu plein de biais, de loupés du côté judiciaire, du côté expertal, du côté Mhm. de l'enquête. Enfin, il y a eu tout un tas de biais. Et donc voilà, et je ne sais plus pourquoi on parlait de l'affaire de trop, mais Bah, oui, parce que je parlais de la crédibilité. tout à Donc pour fait. en revenir aux missions de l'expert, en gros, voilà quelles sont les grandes missions de l'expert en matière de procédure pénale. Voilà. En Ok. gros, donc la place de la science, c'est très compliqué parce que ce Ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'un expert judiciaire est totalement libre de sa méthode, ce qui, de mon point de vue, pose un vrai problème. Parce qu'à partir du moment où tu veux, à partir du moment où tu es libre de ta méthode, tu es libre de faire tout, et donc Mhm. tu es libre aussi de faire n'importe quoi. Qu'il y a par définition, il y a des disciplines qui sont de facto ou par défaut beaucoup plus scientifiques, parce qu'elles nécessitent un impératif en matière de rigueur, de méthodologie scientifique, Mhm. comme par exemple la génétique. Ouais, je veux Enfin, passer des choses sur l'ADN, la ouais, balistique. par exemple, la balistique, et cetera. Et puis qui historiquement se sont développés aussi dans une démarche scientifique, c'est le cas de la balistique par exemple, Mhm. les empreintes digitales, et cetera, avec des démarches structurées.
qui étaient ce qu'elles étaient il y a un certain nombre de décennies, mais qui ont évolué avec le temps. Ouais. Et puis il y a, des disciplines comme la psychologie, qui sont beaucoup moins scientifiques, ou Hmm. qui se réclament d'une méthodologie beaucoup moins scientifique et c'est moi ce que je pointe dans mes travaux de recherche et ce que j'ai pu pointer dans les différentes interventions que je fais devant les professionnels de la justice ou même devant les psychologues ou dans les médias ou autres. C'est un réel problème. Moi, j'ai maintenant, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai étudié plusieurs centaines de rapports d'expertise. J'en ai beaucoup, ça fait des années que j'essaye d'en collecter, c'est extrêmement difficile de pouvoir collecter ces données-là, mais on y arrive, bon gré mal gré et force est de constater que des psychologues qui utilisent, une méthodologie scientifique, en tout cas scientifiquement fiable et validée pour, réaliser une expertise, il y en a extrêmement peu. Alors ça déjà, c'est Il y en a fou. extrêmement peu, alors que, et c'est je pense et là c'est un avis tout à fait personnel que je donne, mais alors que ce qui est le plus rageant, c'est qu'en fait ça existe. Mhm. C'est-à-dire que les théories validées sur le plan scientifique pour expliquer, des aspects, neurocognitifs, des aspects, de dynamique de passage à l'acte, des aspects, de personnalité, Mhm. pour évaluer un retentissement, un trouble de stress post-traumatique, par exemple, des outils existent, les théories existent, la méthodologie existe, mais on s'en sert pas en France. Et je Mhm. d'autant plus cette possibilité d'observer ça que j'ai un pied au Canada, au Québec. C'est une région avec laquelle je suis beaucoup en contact. Je suis aussi pas mal en contact avec la Belgique, qui est un pays beaucoup moins loin et beaucoup plus latin. Mhm. Mais force est de constater que chez eux, ils ont des méthodologies qui sont extrêmement approuvées sur le plan scientifique. Alors je dis pas qu'ils sont parfaits, hein, c'est pas ce que je dis. J'ai pas ce Oui, bien fantasme sûr. du Québec ou des Canadiens comme l'ont beaucoup de gens en France, mais force est de constater qu'ils ont une avance quand même assez considérable et qu'ils ne sont pas réfractaires à, à cette méthodologie ou à cette démarche scientifique, à cette rigueur scientifique. Ils ont aussi un ordre pour réguler tout ça. Évidemment, on est en train de comparer ce qui n'est pas vraiment comparable, mais Mhm. force est de constater quand même qu'on est énormément à la ramasse en France et que, en tout cas dans le domaine qui est le mien, qui est celui de l'expertise psycholégale, moi ça me pose un certain nombre de difficultés et ça fait des années et des années qu'on a des procès qui illustrent très bien ce qui a pu se passer. Alors on a eu Doutreau, mais il y a eu le procès Doutreau, mais il y en a eu plein d'autres, hein, Ouais. qui font à moitié scandale assez régulièrement parce que les experts disent un peu n'importe quoi, parce que ils arrivent avec un charabia qu'on comprend pas trop, avec des analyses un peu faites au doigt mouillé, mais bon, il n'y a pas d'évolution particulière. C'est comme ça. Je pense qu'il y a une inertie énorme du fait de cette métamorphose qui est en train de réaliser la psychologie en France, c'est-à-dire de passer à des méthodes qui sont cliniquement plus intuitives ou plus basées sur l'expérience Mhm. ou sur l'interprétation, à des méthodes qui sont beaucoup plus structurées sur le plan scientifique. Alors, il y a des avantages des deux côtés, il y a des inconvénients aussi des deux. Il n'est pas question de dire que la science résout tout, la science explique tout, c'est pas le Mhm. cas. La science, elle est pas là pour démontrer quoi que ce soit. La science, elle est là pour faire avancer la connaissance, produire de la connaissance avec une marge d'erreur la plus infime possible, à Mhm. travers une démarche structurée qui donnera des données reproductibles, etc. Enfin bref, le b.a.-ba de la science, c'est force est de constater que les approches des psychologues en France, de beaucoup de psychologues, en tout cas beaucoup trop encore à l'heure actuelle, de mon point de vue, et notamment dans le domaine de l'expertise, on n'y est pas encore, quoi. Bah, c'est là où en Et fait, là, je crois que l'une des premiers messages dans le chat a lâché le terme psychanalyse. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs, on va revenir dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut d'abord prendre, disons, discuter. J'ai l'impression que ce que tu nous dis, quand même, que je trouve fou, en fait, quand on n'est pas dans le truc, tu nous dis qu'il y a aujourd'hui une majorité, ou en tout cas une bonne partie des experts psychologues, qui n'utilisent pas les méthodes scientifiques pour produire leur expertise, ce qui est déjà, je trouve que cette nouvelle déjà est absolument dingue que ça existe, et que en réalité, du coup, ce qui se passe, c'est que la méthode qui va être utilisée est une méthode qui est non scientifique et potentiellement psychanalytique. Alors, il y a un vrai gros débat, hein, je veux dire, par exemple, à l'université Clermont-Auvergne, il y a un choix qui a été fait de mettre de côté la psychanalyse. On n'enseigne pas la psychanalyse à Clermont-Ferrand. Dans d'autres universités, par exemple à Toulouse ou à Paris 8, on enseigne la psychanalyse. Alors, Rennes aussi. à Rennes aussi. Alors moi, je précise quand même une chose, j'aimerais quand même préciser deux choses parce qu'on va m'en faire la réflexion à un moment ou à un autre. La première, c'est que je suis issu de l'école psychanalytique.
Moi, j'ai fait ma licence dans une fac qui, à l'époque, était exclusivement freudienne. Et je Yes. suis parti à Rennes après, qui est une des dernières facs lacaniennes de France, qui est extrêmement lacanienne. Donc, Putain, les fac lacanienne. je suis sorti de la fac, j'avais jamais entendu parler des outils actuariels qui Hmm. permettent d'évaluer le risque de récidive. J'avais jamais entendu parler des thérapies cognitivo-comportementales. Je ne connaissais pas tout ça. Je suis diplômé 2011, hein. C'est pas si vieux que ça. Alors, Enfin, lacanien, pour tout le monde, c'est un courant de la psychanalyse tient son nom ouais, de Jacques Lacan, voilà, qui est ouais. un Français qui a un peu réinterprété la psychanalyse de Freud, du coup. Voilà. Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose que je voulais préciser, parce que on m'en fait assez régulièrement le procès, notamment suite à mes dernières interventions médiatiques, c'est que je ne suis pas contre la psychanalyse. Je Mhm. ne suis pas dans cette posture-là. De base, alors sauf exception, évidemment, il y a des sujets sur l'échelle, enfin des sujets ou des points, ou des facteurs sur lesquels je suis très fermement opposé. Mais j'aime pas être contre quelque chose de base. Moi, je suis pas contre la psychanalyse, je suis pour les données acquises de la science Mhm. à travers une démarche scientifique. C'est-à-dire que si demain, il y a des études qui sortent et qui me prouvent que le complexe d'Oedipe est validé sur le plan scientifique, je te garantis que je serai le premier à l'utiliser dans mes expertises. Mhm. Si on me prouve demain que le refoulement est un mécanisme psychologique ou cognitif validé sur le plan scientifique, je serai le premier à l'utiliser. Seulement, ça fait plusieurs décennies qu'on a prouvé que la mémoire fonctionnait pas du tout comme ça. Donc Ouais. le refoulement, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Et donc je l'utilise pas dans mes rapports. Mais je suis pas contre la psychanalyse parce que on m'en fait souvent le procès. Je suis pour les données acquises de la science, ce qui est, de mon Ouais. point de vue, est quand même assez différent. C'est pas la même chose. Ouais, c'est vachement intéressant parce qu'en plus on pourrait poser le débat comme opinion contre opinion. En fin de compte, Mais c'est toi, pas le toi sujet. tu utilises ton truc à toi, les psychas ils utilisent leur truc à eux. Non, c'est pas ce que tu dis. Et je trouve que c'est peut-être la meilleure manière d'attaquer le truc. Dire que donnez-moi des preuves et je serai prêt à faire de la psychanalyse. Ouais. Oui, oui, moi je pense que c'est un faux débat. Je pense que c'est un Mhm. débat très franco-français d'ailleurs, d'opposer des courants et après tout le monde vient se plaindre d'une guerre d'école. Mais je pense pas que les cognitivistes ou comportementalistes d'un côté ont raison, que les psychanalystes ont tort. Mhm. Je pense que le problème est plus profond que ça. Je pense que le problème est autre que ça. C'est pas une question de guerre de chapelle. C'est pas une question de guerre de chapelle que de dire qu'il y a des données scientifiques ou des données qui sont pas scientifiques. Voilà, Ouais. il y a des données qui sont scientifiques, il y a des données qui ne le sont pas. Et Point. ouais. C'est pas compliqué. Les arguments qui sont opposés aux scientifiques ou à ceux qui se réclament d'une approche scientifique sont toujours un peu les mêmes et quand même assez débiles. Qui est de dire ouais, mais la connaissance, enfin, il y a des trucs qui sont scientifiquement validés aujourd'hui qui le seront plus demain. Bah oui, ça fait partie de la science, hein, c'est comme ça. La science évolue, elle est Mhm. cumulative. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des il y a des données qui seront scientifiques à un moment, puis qui ne le seront plus à d'autres. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, on ne se base pas sur une croyance. Et, ou l'argument qui consiste à opposer la clinique à la science, comme si finalement la clinique et la science étaient vouées à ne jamais se réconcilier ou ne jamais se rencontrer. Mhm. Ça, c'est un problème très franco-français. Quand j'en parle dans les pays étrangers dans lesquels je me déplace assez régulièrement, ils sont complètement hallucinés d'entendre ces débats-là. Enfin, on peut tout à fait avoir une pratique clinique qui soit ancrée dans la science. Mais en France, la pratique clinique en psychologie, je ne parle que de ma discipline, hein, Mhm. je parle pas du reste. La pratique clinique en psychologie est toujours perçue comme devant se baser principalement sur l'expérience, sur l'intuition, sur vraiment la dynamique intuitive du psy, Ouais. basée la plupart du temps quand même sur des théories qui quand même sur le plan de la validité scientifique ont pas grand-chose de très solide, mais bon, c'est un débat éternel. Donc je pense que résumer ça à une guerre de chapelle entre cognitivistes ou comportementalistes d'un côté et puis psychanalystes de l'autre, je trouve ça complètement débile. Mhm. On peut pas venir dire que des théories qui sont validées ou des notions qui sont validées sur le plan scientifique ne sont pas intéressantes, c'est faux. Enfin, voilà ce qui est Mhm. validé sur le plan scientifique. Enfin, ce que les tenants de ces arguments-là euh, font, ils ne l'acceptera pas de la part de leur médecin, par exemple. Ouais. T'accepteras pas qu'un médecin vienne te dire, bah non, pour moi, la grippe, c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Pour moi, un diagnostic de cancer, ça se fait pas selon cette démarche-là, mais selon celle-là, bah non, la Mhm. démarche diagnostique, c'est la même pour tout le monde. On l'a fait avec des démarches structurées. On les fait pas n'importe comment et on en a encore un peu à là, enfin encore un peu beaucoup en psycho. Et bon, je suis pas en train de dire que la psychothérapie est pas importante ou que les patients sont pas importants, mais moi enfin, bah, je pense et j'essaie de le conserver. J'ai un très profond respect pour l'institution judiciaire et on fait pas n'importe quoi en matière judiciaire. Il y a des enjeux qui sont très importants, qui sont des enjeux de sécurité publique, de reconnaissance du statut de victime, de reconnaissance
d'un statut d'auteur aussi. On participe à ça, on concourt à ça, et quand on fait n'importe quoi, bah, soit on n'est pas du tout considéré comme crédible par un magistrat, et donc il s'éloigne un petit peu de la psycho, c'est dommage vu ce qu'elle peut Hmm. lui apporter. Soit on peut participer à des erreurs judiciaires. Donc moi, c'est quelque chose qui me terrifie beaucoup de rendre un travail de merde. Et donc j'essaie d'être le plus rigoureux possible. Et voilà. Je dis Alors, pas que je fais tout bien, hein, c'est pas du tout ma ouais, posture, mais je pense qu'on a l'obligation morale et déontologique d'avoir des méthodologies qui sont les plus rigoureuses sur le plan scientifique et qui ouais. permettent de fait d'avoir une marge d'erreur la moins importante possible, qui ne sera jamais à zéro. Mais je pense que de faire du doigt mouillé en venant dire oui, je pense que cet individu-là est dangereux parce que je lui ai fait passer un Rorschach, et utiliser des outils d'évaluation du risque de récidive qui sont validés, qui existent en plus validés sur des populations françaises et ou francophones, c'est quand même pas la même chose, quoi. Hein, je pense que prendre une tension au doigt mouillé ou prendre une tension avec un tensiomètre, c'est pas pareil. Donc Ouais. à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, et pour l'institution judiciaire mérite mieux, de mon point de vue. Alors j'ai deux questions qui se recoupent un petit peu, je crois qu'il a été proposé par Pandavocat et quelqu'un d'autre qui parlait du cas de la Belgique et qui demandait, non Ouais. c'est Grison qui demande le fait que ce soit mieux en Belgique tient juste aux personnes ou c'est plus institué, plus cadré par la justice avec des méthodes sélectionnées. Et ça recoupe un tout petit peu avec quelqu'un qui disait que visiblement, en tant qu'expert judiciaire, tu n'es pas obligé de présenter ta méthode dans ton rapport. Ouais. Et du coup, est-ce que en Belgique il y a des méthodes obligatoires ou est-ce qu'il y a obligation de présenter les méthodes? Je pense que alors je ne saurais pas si c'est je ne sais pas du tout si c'est obligatoire, Hmm, parce que le mot obligation revêt quand même un certain nombre de choses, donc je ne sais pas s'il y a un caractère obligatoire. Je je sais que c'est le cas comprends. aux États-Unis, on pourra en parler après. Par contre, je pense que c'est une question de culture de pratique professionnelle. En Belgique, ils ont déjà une approche de la psychologie qui est beaucoup plus scientifique. Donc c'est ancré, si tu veux, dans la formation des apprentis psychologues, des étudiants en psychologie, d'avoir cette démarche ou cette rigueur scientifique, en tout cas de faire appel à cette rigueur scientifique. Euh, en Belgique aussi, c'est différent parce que les experts psychologues et psychiatres bossent en duo. Ils bossent toujours en collégialité, ce qui n'est pas le cas en France. Et je rebondis sur ce que tu disais, qui fait peut-être Hmm, référence à ce que quelqu'un dit dans le chat. En France, les experts judiciaires sont pas obligés ils n'ont pas l'obligation de grand-chose, en fait. hmm. On n'a pas l'obligation de grand-chose. On a, entre guillemets, l'obligation non écrite dans les textes de rendre un rapport d'expertise dans les délais. On n'a pas du tout l'obligation d'expliquer notre méthode, ce qui pour moi est un vrai souci. Ouais, c'est On n'a fou. absolument pas l'obligation de se référer à une méthodologie scientifique. On n'a pas du tout le. Et d'ailleurs, encore une fois, je ne parle qu'à travers mon prisme, mais qui quand même se base sur des années d'études de plusieurs centaines de rapports d'expertise. Je crois que je dois être à 700 ou 800 à l'heure actuelle. Je vois rarement des psychologues, et rarement c'est un euphémisme, je vois rarement des psychologues expliquer leur méthodologie. Ouais. C'est-à-dire expliquer, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette conclusion-là ou cette observation-là, quel est le cheminement de ma pensée, quel est le cheminement de mon analyse clinique ou psychométrique. Euh, mais c'est à un tel point, je vais te raconter une anecdote, que il y a quelque temps, je dépose en cour d'assises. Moi, en fait, j'ai une habitude, c'est que dans mes rapports d'expertise, je mets toujours en annexe mes feuilles de cotation psychométriques. Quel que soit le test que j'utilise, je mets la feuille de cotation en annexe. Donc la feuille de Parce que cotation, c'est quoi si tu peux le vulgariser un tout petit peu? C'est quoi une feuille de cotation? Ça par ressemble à exemple, quoi? quand j'utilise un test comme la MOCA ou comme la VICE ou comme la PCL5, etc., tu as des feuilles de cotation, c'est-à-dire que tu vas calculer des scores, Ok, des notes d'accord. brutes, etc. Enfin voilà, tu as des Ça feuilles va de être par cotation. exemple le score de QI, par exemple. Ça va être la feuille Par de exemple, cotation, ouais, ça va être ta ça. feuille de cotation de la VICE, alors le QI, j'en ai fait qu'un, c'est pas un test que j'utilise habituellement, mais il y a un test que j'utilise qui s'appelle la MOCA, qui est en fait un test qui permet de faire une évaluation panoramique des fonctions cognitives de base pour voir s'il y a un souci. Je mets toujours cette feuille en annexe de mes rapports. Toujours. Et donc, il y a quelques temps, je dépose devant la cour d'assises du Nord. Et le président de la cour d'assises demande à son greffier de projeter cette feuille de cotation et m'a demandé d'expliquer chaque subtest de cette feuille de cotation. On y a passé 20 minutes. Hmm. La première fois qu'on m'a fait ça, je ne comprenais pas quelle était l'utilité d'expliquer aux jurés. Et quelques temps après, j'ai ce président au téléphone qui m'avait appelé pour une autre procédure. Et je lui dis, écoutez, je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez tant insisté pour avoir mes explications à la barre des différents subtêtes de la MOCA? En fait, il m'explique que un membre de son équipe avait réagi de manière assez surprenante quand ce membre a vu cette feuille de cotation en annexe de mon rapport en disant, ah, c'est encore un truc barré de psy. Ah,
Alors que d'habitude, ils ont plutôt l'habitude de voir des Rorschach. Là, ils voient une épreuve qui, sur le plan psychométrique, est valide, sur le plan de la validité, sur le plan scientifique, est valide. Et ils ont l'impression que c'est un truc barré de psy, quoi. Enfin, c'est de dire le niveau de culture des Ah acteurs du oui, milieu oui. judiciaire, qu'on peut pas leur reprocher, hein. C'est pas des scientifiques, c'est pas des psychologues. À un moment donné, c'est des juristes, donc ils font du droit. C'est normal. Il faut surtout pas leur jeter la pierre sur ce plan-là. Mais je pense que c'est une question de culture de pratique professionnelle qui va bien au-delà de la pratique des psychologues. Parce que il suffit de regarder par exemple comment certains termes issus de la psychanalyse sont rentrés dans la culture populaire. Oui. On utilise tous dans notre vie de tous les jours des termes qui viennent de la psychanalyse, sans se poser la question de leur origine, sans se poser la question de savoir si le sens qu'on leur donne est valide. Genre, je prends un exemple très typique, pervers narcissique. Mm. C'est un truc qui va rien dire sur le plan scientifique. C'est une notion purement psychanalytique. On en entend parler à foison depuis quelques années. Et moi, je le vois énormément dans les rapports d'expertise. Ah Sauf que ouais. quand tu es psychologue, que tu arrives à la barre de la cour d'assises et que tu dis, parce que ça, je l'ai vu de mes yeux, cet individu-là est pervers narcissique, c'est plié, c'est fini. Tu peux avoir un excellent avocat de la défense à partir du moment où le jury a entendu pervers narcissique, Mm. alors que tu peux être à peu près sûr qu'en matière de fidélité interjuge, tout le monde va avoir une définition différente dans le jury de ce que c'est le pervers narcissique, Ouais. peut-être même différente du psychologue. À partir du moment où tu as entendu ça, c'est un terme qui est tellement stigmatisant Ouais, il que c'est charrie terminé. tellement de trucs. Ouais. Et tout à fait, ça. Mm. Alors que pervers narcissique, bah, ça veut rien dire quoi. Voilà, Ouais. je suis désolé, ça n'a aucune validité scientifique, mais c'est énormément utilisé par tout le monde et c'est très utilisé par les psychologues. C'est un terme que je vois très souvent dans les rapports d'expertise. Ouais, c'est fascinant, mais quand tu parles aussi de Rorschach et qu'on parle de la psychanalyse qui rentre dans la pop culture, un Rorschach, c'est un héros des Watchmen, hein, c'est quand même, c'est les taches d'encre, hein, c'est C'est génial. donc C'est génial le renfort. ouais, c'est fou. Donc, mais ça, par exemple, quelque chose qui est pourtant est représenté justement dans la culture, dans la pop culture comme quelque chose qui Ouais. permet de faire des tests psychologiques, a forcément un impact en fait sur ton travail derrière, quoi. C'est fou. Le Rorschach est identifié comme étant le test de référence des psychologues. Ah Il y a ouais. une très bonne méta-analyse que je conseille aux gens qui nous écoutent, qui a été réalisée par Igor Haret et Fanny Bergkamp, qui est une chercheuse française de grand talent. Mhm. Que je salue si elle nous regarde. Ils ont fait une méta-analyse en 2020, je crois, en 2021, de mémoire, elle est sortie en mai 2021, sur l'usage du test de Rorschach dans les cours de justice européennes. Ils ont fait un travail de titan, c'est un formidable article. Ouais. Ils ont démontré que le Rorschach avait à minima 8 ou 9 systèmes de cotation différents, selon, selon le choix du psy, en fait, Ouais, hein, selon l'évaluation. l'envie. Et que, en fait, il était, selon les études qui avaient été faites, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par le Rorschach, sur le Rorschach, parce que c'est un test très connu, donc par définition, il a fait l'objet d'énormément d'études. Et ces études montraient que, à minima, le test de Rorschach pouvait être utile pour des problématiques type maladie mentale, schizophrénie, etc. Ok. Mais qu'il était surtout à ne pas recommander pour évaluer la dangerosité, évaluer le trouble de stress post-traumatique, évaluer le passage à l'acte, en fait, pour tout ce qui est de l'ordre du judiciaire. Ah oui, d'accord. Enfin, il faut se rendre compte du truc quand même, quoi. Alors que c'est un test énormément utilisé en expertise. Déjà, de base, les psychologues experts n'utilisent que très peu de psychométrie, de ce que j'ai pu voir, de tests. Mais quand ils en utilisent, souvent, c'est des tests projectifs, quoi. Alors, mais parce C'est que le test de l'arbre. il y a un truc de, enfin, ça c'est fou, c'est que merci Niro. Alors tu es trop fort Niro, c'est pas ton, c'est pas ton domaine pourtant. Et Ouais, il c'est ça, a, ouais. voilà. Merci Nihirou, c'est exactement cette étude-là. Ouais. Merci beaucoup, t'es trop fort, tu restes, tu es embauché dans tous mes lives pour faire le, le rapport bibliographie. Il a fait la même chose au dernier, il est trop fort, merci beaucoup. Mais en fait, ce que j'arrive à une question vraiment toute bête, c'est que, mais si tu n'as pas si tu n'es pas obligé de suivre une certaine méthode, tu n'es même pas obligé d'expliquer ta méthode, qu'est-ce qui fait que tu es expert en fait? Comment tu deviens expert? De façon très simple, en fait, tu candidates, pour, des raisons qui te regardent, parce que ça t'intéresse, parce que tu es passionné par le sujet, Bien parce que sûr. ceci, cela. En fait, la démarche, elle est très simple. Il faut retirer un dossier de candidature que pour certaines cours d'appel, tu peux trouver en ligne, que pour d'autres, tu dois demander au procureur de la République. Donc tu D'accord. remplis un dossier de candidature qui consiste à donner un certain nombre d'informations d'état civil, ton âge, ta date Oui. de naissance, etc. Tu dois aussi expliquer ton parcours de formation initiale et continue. Tu dois expliquer éventuellement tes travaux scientifiques. Est-ce que tu as fait des communications en colloque, etc. Et tu fournis une lettre de motivation, tu fournis un certain nombre de papiers justificatifs.
et donc, tu rends ce dossier de candidature. Il faut le rendre chaque année avant le 1er mars. D'accord. Il faut l'adresser au procureur de la République du tribunal de ton ressort. Euh, et, euh, et donc ensuite, tu vas faire l'objet d'une enquête de moralité où un policier va t'appeler pour te proposer un entretien. Alors moi, j'en ai eu deux. J'en ai une à la fin de ma période probatoire et une enfin, quand j'ai candidaté pour être inscrit. Première fois, on m'a appelé au téléphone, on m'a posé 4 questions. La deuxième fois, on m'a demandé d'aller au commissariat. D'accord. Parce que là, un des critères qui est nécessaire pour devenir expert judiciaire, c'est qu'il faut que tu aies un casier vierge, évidemment, et puis que tu n'aies pas fait d'atteinte aux bonnes mœurs, etc. Ça se tient. Donc on fait une enquête sur toi. Et puis un collège de magistrats se réunit à la fin de l'année, je crois dans le courant septembre-octobre, et se prononce sur ta candidature. Et si tu es accepté, tu reçois après une notification te disant que voilà, bienvenue sur les experts judiciaires près votre cour d'appel. Et voilà, et ça commence comme ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment un sujet de recherche que j'aimerais développer plus tard. Je trouve ça absolument passionnant, le processus de désignation des experts. Non pas par les magistrats une fois qu'ils sont experts, mais le Ouais. processus plutôt d'évaluation des candidatures des psychologues à l'inscription sur la liste des experts. Parce que la loi dit que... alors c'est la loi de 2004 de mémoire, je vais essayer de te la retrouver parce que je l'avais mise tout à l'heure, mais comme j'ai eu Très une bien. coupure de courant, Oui. ouais, c'est ça. En fait, la loi de 2000, ouais, c'est ça. La loi de 2004, en fait, dans son article 12, dit que la commission doit être composée d'un certain nombre de personnes, notamment des experts judiciaires. Alors, moi, je me souviens très bien quand j'ai été désigné, enfin, quand mon inscription a été validée, j'ai regardé la notification qui m'a été envoyée, le procès-verbal de cette assemblée qui s'est réunie pour étudier ma candidature. Il n'y avait aucun expert judiciaire dedans. D'accord. Et l'article 12 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dit en son alinéa 7 que la commission doit être composée de 5 experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature. Ce qui signifie que s'il y a des experts, encore faut-il qu'il y en ait, ce n'était pas mon cas, mais s'il y a des experts, en fait, tu risques d'être évalué, ta candidature risque d'être évaluée par des gens qui n'ont absolument aucun lien avec la psychologie, qui n'y connaissent absolument rien, Ah oui, c'est ça, d'accord, si ok. tu as Ce des que je... experts. Si tu as des experts. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les cours d'appel, hein, attention, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres cours d'appel. J'ai vu plusieurs notifications de plusieurs cours d'appel que j'ai rassemblées auprès de confrères et de consoeurs experts. J'ai pas souvent vu des experts psychologues, hein. C'est une blague, j'en ai jamais vu en fait. Moi, si par exemple demain on me demande d'intégrer une commission pour me prononcer sur la candidature de je ne sais quel professionnel à l'inscription sur la liste des experts judiciaires en BTP, Ouais. en immobilier, moi je suis pas compétent pour faire ça. Je ne sais pas du tout. Un magistrat, par définition, il n'est pas compétent pour faire la différence entre un psychologue formé en neuropsychologie, un psychologue formé en criminologie, un psychologue Ouais. formé en psychologie du handicap. Je suis en train de réaliser une étude là, actuellement, sur les listes d'experts. J'ai compacté toutes les données sur les listes ces 2 dernières années. Il y a à peu près un peu plus de 600 experts psychologues en France. La diversité de diplômes dont justifient les experts sur leur dossier de candidature ou sur les listes est effarante. Tu as des psychologues qui sont spécialisés en psychologie du travail, tu as des psychologues qui sont spécialisés en psychologie du handicap, en gérontopsychologie. J'ai même trouvé une psychologue qui n'était pas psychologue. C'est pour te dire, sur une Est-ce liste, que... du cours d'appel de France, j'ai trouvé une personne inscrite en rubrique psychologie qui n'était pas psychologue. Apparemment, c'est pas une première. Yes. Donc elle était autre D'après ce que- chose, quoi. Elle avait pas Elle était de... autre chose, elle avait un master 1 de psychanalyse, elle avait le titre de psychothérapeute, elle le mettait bien en avant sur la liste, c'est ça qui m'a mis Ouais. la puce à l'oreille. Elle n'était pas psychologue. Voilà. Elle n'a pas les diplômes requis pour faire usage du titre de psychologue, mais elle est inscrite en tant que psychologue. On Oui, peut parce envisager que... que c'est une exception, mais apparemment ça ne l'est pas, d'après les infos que j'ai eues. Ouais. Et puis en fait, il y a une diversité de C'est diplômes. fou. Et en fait, la statistique montre que il y a 23% des experts judiciaires qui ont une formation en criminologie. Même pas un quart des experts. 23%, alors, qui ont une formation soit initiale, soit continue, soit les deux, en criminologie. Ce qui signifie qu'il y a 3 quarts des psychologues qui ne sont absolument pas qualifiés en criminologie. Moi, ça me Yes. pose question parce que si demain on me demande par exemple, de faire de la psychothérapie avec une population d'autistes, je ne sais pas ce que c'est que l'autisme. Et C'est une ouais. compétence que je n'ai pas. Eh oui, oui. C'est un vrai C'est souci, fou. quoi. Le processus de désignation des candidatures m'intéresse beaucoup. Euh, Alors, il y a des remarques qui disent le problème, monsieur l'expert, c'est que quand on parle de méta-analyse devant une cour d'assises, on nous regarde comme si on était un ovni. Alors que quand un expert Ouais. parle de Rorschach à la barre, tout le monde voit ce que c'est. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est le poids de la
bah, ouais, j'ai envie Le poids de la encore de l'utiliser. représentation Ouais, c'est le poids de la ça. Ouais. représentation sociale du Rorschach et parce que la cour d'assises, Ouais. je suis d'accord avec ce que dit cette personne, la cour d'assises, c'est pas l'exercice est un des principes de base de la cour d'assises, c'est l'oralité des débats et on n'est pas dans une temporalité qui permet de alors moi, j'ai jamais de président de la cour d'assises qui m'a coupé la parole ou autre, Mmh. à part sur Monique Olivier, mais c'était pour d'autres raisons. Mais On va y revenir. j'ai toujours rencontré des présidents ou des présidentes qui respectaient mon temps de parole, ma déposition liminaire, etc. Mais, c'est pas, c'est difficilement le lieu pour exposer tout un tas d'études scientifiques. Donc, de base, les magistrats et avocats présents et les juges présents, faut pas oublier que les jurés populaires sont des juges, le temps d'un procès, mais ils sont juges, Mmh. n'ont pas d'autre choix. C'est un peu toute la difficulté de l'expertise. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance à l'expert. Ouais. Mais si il y avait un processus de sélection des experts sur sur la base de formation à des pratiques basées sur les données probantes, on pourrait déjà limiter, tu sais, en fin de chaîne, le fait qu'un expert dise n'importe quoi, quoi. Ouais, ouais. Bah, oui, C'est oui. pas le cas. Ouais, ouais. C'est pas le cas. Donc c'est Moi, j'ai vu sur la liste de ma cour d'appel, il y a 3-4 ans, c'est plus le cas maintenant parce qu'elle est partie, elle a changé de région. J'avais une psychologue spécialisée en psychologie clinique énergétique qui était inscrite sur la liste des experts. Ah, Ouais, je te promets, ce c'est mot! complètement délirant. Ce mot qui Psychologie trigger. clinique énergétique. Oh là Elle était là. inscrite sur la liste des experts. Alors, les magistrats, et il y en a peut-être qui nous écoutent, vont venir dire après, ouais, mais on n'a pas le choix, personne ne veut faire de l'expertise, c'est mal payé. Oui, j'entends, c'est des arguments qui sont tous valables, mais dont moi, je peux pas me suffire, quoi. Oui, puis Je... parce qu'il y a aussi la possibilité que si on entend le problème qu'il y a actuellement avec l'expertise, peut-être que ça peut changer, faire en sorte que les experts soient mieux payés. Bref, on gagne toujours à donner de l'information, Il y a quoi. Donc, énormément de facteurs, il y a énormément de ouais, ouais. facteurs. Toute observation est à pondérer, les miennes en premier. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on en revient toujours au même point. En fait, tous les chemins mènent à la formation des psychologues en France. Dire que sur les psychologues aujourd'hui, quand en fait vous allez voir un psychologue, vous savez pas bien en fait d'où il sort. Pour être psychologue, il faut un master en psychologie et un stage de tant d'heures. Non, non. Pour être titulaire du titre de psychologue, il faut une licence universitaire, Ah, il il faut faut une un master licence. universitaire Ah oui, en ok. psychologie, et il faut justifier d'un nombre minimal d'heures de stage professionnel en master. Mais la licence est obligatoire, tu peux tout à fait avoir un master en psychologie et ne pas pouvoir faire usage du titre de psychologue. Ouais, ok. Donc voilà, donc c'est un truc qui est protégé comme psychothérapeute, mais c'est pas les mêmes conditions de ce que j'ai compris. Ouais, ouais. Euh, L'usage du titre de psychologue est protégé par la loi de juillet 85 et le décret pour le titre de psychothérapeute de mémoire est sorti vers 2010-2011 par là. et c'est pour ça que tu soulignais le fait que la personne qui était même pas psychologue mettait bien en avant psychothérapeute parce qu'elle a, en C'est pour fait, ça, ouais, c'est ça ouais, qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'elle elle a n'avait pas obtenu son titre accès. de psychothérapeute, je sais pas comment, mais elle ne pouvait pas faire usage du titre de psychologue. Et du coup, ce qui revient beaucoup, donc oui, c'est effectivement le problème de la formation de base. Euh, Tac, 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 tac. Je regarde un peu les questions qui peuvent être posées. Bah, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est que tout à l'heure, au tout début, il y avait, je pense, quelqu'un qui t'a peut-être reconnu, qui a demandé si tu avais fait l'expertise de Monique Olivier. Alors oui, c'est le cas, hein, tu as fait l'expertise de Monique Olivier. Ouais. Cette expertise a été assez par la personne, elle a été plutôt médiatisée, mais en plus aussi parce que tu as essayé de pointer du doigt exactement ce que tu pointes du doigt ici Ouais. avec nous. Est-ce que on pourrait peut-être faire une sorte de peut-être d'exemple de cette de ce cas particulier et peut-être donner peut-être un peu de concret à ce que tu nous dis. Qu'est-ce que tu as pu remarquer donc qui était vraiment problématique dans l'expertise psychologique de Monique Olivier? Alors, pour essayer d'être le plus limpide possible, je vais devoir faire un petit retour en arrière et expliquer enfin, expliquer la façon dont je suis rentré dans cette procédure. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Début mars 2023, Netflix publie un documentaire qui s'appelle Dans la tête de Monique Olivier, qui est un documentaire en 5 épisodes de mémoire, dans lequel interviennent un certain nombre de personnes qui ont gravité autour de cette affaire-là quand elle a débuté au début des années 2000, en 2003 précisément. Michel Fourniret, donc tout le monde aura reconnu, Monique Olivier, c'est la femme de Michel Fourniret, qui est un des plus grands tueurs en série français et qui a été reconnu coupable une dizaine de crimes, une dizaine de meurtres de femmes et de jeunes filles. Il s'est avéré que Monique Olivier était sa complice dans un certain nombre de crimes.
Ils ont été tous les deux condamnés à des peines d'emprisonnement lourdes, puisque Fourniret a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est la peine la plus lourde prévue par le Code pénal français. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été condamnés à cette peine-là. De mémoire, ils sont moins de 10, hein. Et Monique Olivier a été condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans pour complicité. Bref. Et donc Netflix publie ce documentaire, et dans Netflix interviennent des avocats, des experts, etc. Et à un moment donné, il y a un expert qui s'appelle Jean-Luc Ployer, qui est un expert de Reims, qui a expertisé Monique Olivier à l'époque avec un co-expert qui s'appelle Philippe Herbelot, qui n'intervient pas du tout dans le documentaire, mais Jean-Luc Ployer intervient dans le documentaire et explique comment il a calculé le QI de Monique Olivier, comment ils ont calculé le QI de Monique Olivier, hein, le discours n'est pas très clair. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se trouve qu'il a donné sa feuille de cotation de la Vice du test de QI à Netflix, et Netflix le publie en grand écran Hmm. pendant le documentaire. Je crois que c'est pendant l'épisode 4, vers la 10e ou 15e minute, un truc comme ça, de mémoire. Et avec mon collaborateur et ami Olivier Dodier, on remarque, en fait, c'est Olivier qui m'appelle un jour et qui me dit, Olivier Dodier, qui est chercheur en psychologie cognitive à l'Université de Nîmes, et qui m'appelle et qui me dit, écoute, est-ce que tu as regardé le documentaire de Monique Olivier? Je lui dis non. Quand je rentre chez moi, j'y passe déjà la journée, donc je regarde pas forcément des trucs comme ça. Mais il me dit, regarde-le, il y a un truc bizarre avec la feuille de cotation, j'ai l'impression que le test utilisé n'a pas été le bon. Et en fait, on regarde tous les deux, donc je regarde le documentaire, je me souviens, c'était un dimanche, début mars 2023, je regarde le truc, et puis en effet, on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas, et on comprend pas au départ ce qui se passe, parce qu'on comprend qu'il y a un truc qui va pas, mais on sait pas quoi. Bref, je te passe les détails, et en fait, on est très opportuniste, hein, très clairement, à ce moment-là, on se dit, on va pouvoir publier un article scientifique, tout simplement, un article dans une revue scientifique, le comité de lecture, Mhm. parce que Olivier et moi, on s'intéresse tous les deux aux pratiques adaptées ou inadaptées en matière d'expertise, lui dans le domaine de la mémoire, qui est vraiment son domaine à lui, moi un peu plus dans le domaine de la pratique expertale, parce qu'il se trouve que je suis praticien. Bref. Et on se dit, bah, on a une super opportunité, et ce qu'on essaye de faire, c'est de se procurer le rapport de cet expert-là, qui a calculé le QI de Monique Olivier, qui lui avait à l'époque calculé un QI à 131, donc ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel maintenant. Et à l'époque, ça avait eu une influence très importante, parce que Monique Olivier, avant le calcul de ce QI, grosso modo, était considérée comme une femme soumise à Michel Fourniret, et à partir du moment où on a mis en avant ce QI-là, on s'est dit, mais comment on peut être aussi intelligente que ça, Mhm. et faire des choses aussi horribles, ce qui déjà était un biais énorme, parce qu'on a fait des corrélations entre la personnalité et le niveau d'intelligence. Et donc on s'est dit, bah, en fait, c'était la grande diabolique du couple, enfin, on a un peu entendu tout et n'importe quoi. Bref, Et puis ça colle bien on avec essaye. l'idée qu'on se fait d'un serial killer extrêmement intelligent qui... Ouais, oui, voilà. et de la complice d'un serial Et de killer, la oui, oui, serial... tout à fait. Alors que c'est une image populaire complètement biaisée. ouais. Enfin, des Hannibal Lecter, moi, j'en ai jamais vu. Enfin, on n'en voit pas, c'est des choses qui arrivent pas, hein. Hmm. Pas en tout cas dans le domaine des crimes de sang, quoi. On peut le voir en délinquance financière, économique ou autre, mais pas Ouais. dans les domaines. Bref, on n'arrive pas à se procurer ce rapport, et en fait, je prends la décision de contacter l'avocat de Monique Olivier pour essayer d'avoir ce rapport-là. Et c'est là qu'il me dit, mais écoutez, Monique Olivier a été testée en 2004, un an avant les Français, elle a été testée par les Belges, et elle avait un QI de 95. Hmm. Et là, on comprend pas ce qui se passe, on se dit, mais comment en un an de temps, on peut passer d'un QI de 95 à 131? Hmm. Bref. Elle a pris Et, 35 points d'un coup. en fait, encore une fois, je te passe les détails. Il se Ouais. trouve que voilà, quelques jours après, la juge du pôle Colcaise de Nanterre m'appelle et me dit, est-ce que vous accepteriez la défense demande que vous fassiez une nouvelle expertise de Monique Olivier, notamment un nouveau calcul de son QI. Est-ce que vous l'accepteriez? Donc je lui dis oui. Alors, je pose un certain nombre de conditions. Je veux travailler avec Olivier Dodier, et je demande à ce que les évaluations neuropsychologiques soient faites par un neuropsychologue. Moi, je suis pas neuropsychologue. Je pense que je peux passer une Vice, mais s'il y a des trucs à voir, je vais peut-être pas forcément les voir. Je veux faire un travail le plus rigoureux possible. Donc on se lance à trois dans cette aventure-là. On fait l'expertise de Dominique Olivier. On obtient un QI de 92, de Ok. mémoire à 92. Donc, enfin, on passe de 95 à 131 pour revenir à 92. Et en fait, on se rend compte, si tu veux, encore une fois, je passe les détails parce que c'est une histoire très longue. Je veux pas endormir les gens qui nous écoutent. On Permets-toi, s'aperçoit qu'en fait, permets-toi. Je pense que ça passionne beaucoup les gens. on s'aperçoit que les psychologues français de 2005, en 2005, ont utilisé un test de QI, en fait, la première version du test de QI qui a été édité en 1969. Ah. Et alors que les experts psychologues belges ont utilisé une version obsolète de leur test en 2004 en Belgique, mais qui était obsolète depuis quelques années seulement. Hmm. Les psychologues scientifiques ou neuropsychologues qui nous écoutent,
Oui, vous avez tout à fait raison, neuropsychologue n'est pas un label officiel. Un neuropsychologue est avant tout un psychologue, c'est une spécialité, donc c'est bien de le préciser. Je fais référence à une remarque dans le chat. Tout à fait. Les neuropsychologues qui nous écoutent savent très bien ce que c'est que l'effet Flynn. En fait, l'effet Flynn, c'est l'évolution que l'on considère normale du score moyen d'une population, du niveau d'intelligence moyen d'une population d'année en année. Et si tu veux, ce qu'on comprend, c'est que les psychologues français, les experts psychologues français, ont utilisé un test totalement obsolète. Et on se rend compte, parce qu'une fois qu'on est dans l'affaire, une fois que je suis dans l'affaire, moi je reçois les rapports d'expertise qui ont été faits, donc j'ai le temps de tous les étudier. Hmm. On se rend compte qu'en fait, il y a 70% des tests qui ont été utilisés sur la personne de Monique Olivier qui sont des tests projectifs, qui n'ont aucune validité scientifique. Et que l'immense majorité des tests psychométriques qui ont été utilisés, qui ont une validité scientifique, ont été utilisés par les Belges en 2004. Est-ce que Donc test moi, ce que je projectif, décide, excuse-moi, test projectif, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu? C'est du type Rorschach, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors, un test projectif, c'est cette famille des tests psychologiques qui, en fait, se base sur. euh, alors là, tu me demandes beaucoup. Désolé. Des tests qui sont basés sur la théorie psychanalytique, quoi, si tu veux, qui Ok, ont pour d'accord. but d'identifier des mécanismes de défense inconscients, ce genre de choses-là. Bref, Ok, très bien. de faire émerger des mécanismes de défense inconscients. Euh, et en fait, on se rend compte qu'en fait, Monique Olivier a été extrêmement mal évaluée, Mhm. que nous, notre QI de 92, il est extrêmement valide, c'est-à-dire qu'on passe de 95 chez les Belges à 92 chez les experts français que nous sommes avec mes deux compères. On a un écart de 3 points qui s'explique tout à fait à travers l'intervalle de confiance sur le plan statistique, enfin, il n'y a pas de souci Mhm. là-dessus. Et arrive la déposition aux assises, donc moi je dépose au procès Estelle Mouzin, Marie-Angèle Demesse et Dominique Parish, qui s'est déroulé à Nanterre fin 2023, en décembre 2023. Et en fait, on a une journée où tous les experts psychologues sont appelés à la barre pour expliquer ce que pour expliquer le travail qu'ils ont fait depuis presque 20 ans. Et là, on entend en fait Philippe Herbelot, donc celui qui finalement a vraiment fait passer le test de QI. Ouais. Au départ, on pensait que c'était ployé suite à ses différentes déclarations depuis 15 ans, mais il s'avère que c'était pas lui. Ah, d'accord, en Mais plus. on entend Philippe Herbelot dire mais non, non, on a utilisé un test tout à fait valide. En effet, c'est un vieux test, mais il était encore valide en 2005 lorsqu'on a fait notre expertise. Il nous explique notamment qu'il a fait passer la Weiss en 2 fois. Ce qui est complètement Ouais. lunaire, hein. Enfin, je veux dire, si tu lis le manuel de la Weiss, tu sais que tu ne le fais pas passer en 2 fois. Parce que Pourquoi? Parce que la Weiss est un test à difficulté progressive. C'est comme si, pour faire une analogie, c'est comme si je proposais d'évaluer l'augmentation de la fréquence respiratoire d'un individu qui court un 200 mètres versus un individu qui court un 200 mètres en 2 fois 100 mètres. Ouais. Évidemment, la fréquence respiratoire, elle va avoir le temps de se reposer entre les 200 mètres. Et donc, du coup, les données, les mesures vont être complètement différentes, quoi. Et là, Ployer s'écrit pendant sa déposition. Philippe Herbelot, pardon, le matin, dit pendant sa déposition nous, on n'est pas des neuropsychologues. Et Jean-Luc Ployer dépose l'après-midi et à un moment donné est un petit peu houspillé par les questions qu'on lui pose parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions obscures auxquelles la Cour demande à ce qu'il réponde. Et à un moment, il dit non, on n'est pas des scientifiques, on est des cliniciens. Et si tu veux, ce propos-là, je le trouve, mais pour moi, je le trouve d'une part complètement scandaleux et tellement, finalement, tellement représentatif de la mentalité ou de la, Eh oui. de la culture de pratique professionnelle des psychologues en France. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce propos-là? Moi, je suis pas un scientifique, je suis un clinicien. Je dois comprendre quoi? Qu'en fait, le clinicien s'affranchit des données acquises de la science. Je dois comprendre que le clinicien fait un peu comme il veut ou Mhm. utilise des tests comme il veut, alors que manifestement, c'est pas du tout une opinion, un avis que je donne, c'est une démonstration qu'on a faite, noir sur blanc. Il a utilisé des tests qu'il savait pas utiliser. Mais il a tellement pas conscience de sa méconnaissance du test qu'il vient dire bah oui, j'ai fait passer la Weiss en 2 fois. Sauf qu'il s'adresse à des jurés populaires, il s'adresse à des avocats, il s'adresse à des magistrats qui sont pas du tout des spécialistes du champ et qui comprennent pas en fait. Eh oui, Ils oui. comprennent pas le problème de faire passer la Weiss en 2 fois. Donc si tu veux, le problème c'est que toi quand tu arrives avec un discours scientifique derrière à la barre pour expliquer bah nous on a fait ceci, on a fait cela, au-delà du jeu des avocats qui vont jouer leur partie, ce que je peux tout à fait comprendre, bah en fait, le juré populaire ou le magistrat, il se retrouve avec deux discours dont il n'est pas capable d'évaluer la validité, dont il n'est pas capable d'évaluer la scientificité. Et puis, bah, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, bah, le plus prédictif, et puis en même temps, le résultat le plus fréquent, c'est que ça va passer pour un débat d'experts. Ouais, ouais. Alors que c'est pas du tout le problème, c'est pas un débat d'experts. C'est pas un débat que de dire 1 plus 1, ça fait 2, quoi. Non.
C'est pas un débat que de dire, bah, quand on lit la Vice, il y a un manuel. La moindre des choses quand on utilise un test, c'est de lire le manuel. Le manuel dit stricto sensu que la Vice, ça se fait pas passer en deux fois. Hmm. Parce C'est que pas une sinon, ça opinion, descend. quoi. Et qu'il y a un manuel qui dit aussi qu'on doit utiliser une version à jour. Et je le rappelle, permets-moi quand même de faire une petite aparté Ah, là-dessus. mais vas-y, vas-y. C'est souvent quelque chose qui est mis en avant par les psychologues. Je rappelle qu'on a un code de déontologie qui certes n'a aucune valeur juridique, mais qui a quand même au moins une valeur éthique et déontologique, qui dit dans son article 21 qu'on doit utiliser des tests, que la méthode première du psychologue, c'est l'entretien, et que quand celui-ci utilise des tests, ceux-ci doivent avoir été validés sur le plan scientifique. Oui. Si tu commences à bouger tous les psychologues qui n'utilisent pas de tests validés scientifiquement en France, tu vas bouger peut-être 60%, voire 70% de la profession. En tout cas, dans les rapports d'expertise psychologique, si demain on décide d'invalider un rapport d'expertise psychologique parce qu'il utilise un test qui n'a pas été validé sur le plan scientifique, mais tu vas invalider à minima 70% des rapports Ouais, d'expertise c'est psychologique. fou. C'est Donc, fou. quand on vient mettre en avant, il y a le syndicat national des psychologues qui a publié un communiqué qui me visait très clairement suite à mes interventions médiatiques après le procès de Monique Olivier, en disant que oui, en effet, on doit utiliser des outils scientifiques, machin, etc., mais on ne doit pas dénigrer les confrères. Ok, très bien. Moi, ça me pose quand même question. Je le trouve complètement lunaire, ce communiqué du syndicat national des psychologues, parce que, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Je trouve que, d'ailleurs, cette organisation s'est une fois de plus complètement décrédibilisée en balançant ce communiqué, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, même si un confrère fait de la merde, parce que clairement, c'est de la merde qui a été fait sur Ouais. Monique Olivier, c'est absolument scandaleux. Ça ne respecte pas les principes de base de la démarche et de la rigueur clinique. Euh, Bah, si un confrère fait de la merde, au nom de la confraternité, on ne peut pas dénoncer ça. Bah, moi, Ouais, c'est fou. ça me pose vraiment un gros, gros souci parce que il faut surtout pas penser que c'est parce que c'est Monique Olivier. Alors certes, c'est Monique Olivier, l'impact médiatique est énorme. Oui. Et évidemment que moi, j'ai essayé de m'en saisir comme d'une tribune pour faire comprendre, faire ouvrir un peu les yeux du grand public et des magistrats et des avocats, de leur dire attention, tout n'est pas scientifique en psychologie. Parce que très franchement, sur le terrain, je vois qu'ils ne sont pas forcément au fait de ça, hein. C'est pas du tout péjoratif de ma part, mais c'est pas leur boulot, encore une fois. Oui, C'est oui, bien comme sûr. tout le monde qui se coopte, qui sont pas les mêmes. Mais enfin, il faut surtout pas croire que Monique Olivier, c'est un exemple exceptionnel. Parce que je Ouais. trouve que c'est très représentatif de ce qui se passe en matière de pratique d'expertise psychologique en France, hein. C'est pas du tout un exemple exceptionnel, hein, de voir des rapports basés sur des théories complètement foireuses sur le plan scientifique ou basés sur des outils psychométriques qui n'ont aucune validité scientifique, donc qui sont très fonction de la subjectivité de l'évaluateur. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est pas du tout exceptionnel, hein. Moi, on m'a C'est ça. reproché au procès de Monique Olivier, l'avocat de la partie civile est venu me dire que j'étais sûrement victime d'un biais de scientificité. On m'a reproché d'être trop scientifique. Un Je peu te trop jure, hein. scientifique. J'étais trop scientifique, j'avais trop de chiffres, de courbes, de tableaux, machin. Bon, bah C'est écoute, on fatigant, a les fait passer courbes. 23 tests psychométriques à Monique Olivier. J'ai fait le choix conscient et volontaire de faire passer exactement les mêmes tests qui ont été passés il y a 20 ans par les Belges et j'ai obtenu les mêmes résultats. Bon, finalement, j'étais trop scientifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça me fait penser, en plus, juste, je reviens un tout petit peu sur le truc de l'obligation de confraternité. Enfin, t'as dit quelque chose comme ça. Ouais, C'est presque une loi anti-science, parce que euh, tout l'intérêt de la science, c'est qu'on est libre de critiquer nos confrères bien sûr. et consoeurs. C'est presque le Et principe c'est même. nécessaire qu'on puisse critiquer. C'est nécessaire qu'on puisse critiquer. Donc que quelque chose, c'est le syndicat des psychologues, c'est ça qui vient pourtant, qui est censé défendre une profession normalement qui a une assise scientifique, qui vient faire ce genre de proposition, enfin, c'est Ouais, hallucinant, quoi. et encore une fois, leur communiqué est assez flou parce que je sais pas trop ce qu'ils me reprochent en fait. En gros, ils disent. Alors attends, je vais te le ressortir parce que c'était. Ah, c'est un communiqué qui te visait un petit peu? J'aime pas Ah comment bah ça. oui, le, le- Oh. le positionnement d'un confrère sur la question des expertises suite au procès de Monique Olivier, il n'y en a pas eu 50. Ah, je pense que c'était toi. Ouais, en gros, voilà ce qu'il dit, c'est que le code de déontologie spécifique, il faut que les tests soient validés sur le plan scientifique. Le code de déontologie spécifie, le psychologue est responsable en toute autonomie du choix et de l'application de ses méthodes d'intervention, de ses Oui, méthodes bon. et techniques. Code de déontologie spécifie, le psychologue respecte la pluralité des références théoriques et la pratique de ses pairs, mais celui-ci n'exclut pas l'éventualité d'une critique argumentée. Et le syndicat national des psychologues de conclure, mais cela exclut de fait le dénigrement. Oui, qu'est-ce qu'ils En fait, entendent c'est par quoi le message dénigrement, qui est quoi? passé, quoi? Ouais. C'est quoi le message qui est passé? C'est que quand un psychologue fait du grand n'importe quoi sur le plan scientifique et va à l'encontre, finalement, s'inscrit complètement à l'encontre de ce que dit le code de déontologie des psychologues, rappelé par le syndicat national des psychologues Ouais. dans son communiqué,
On ne peut rien dire pour une raison de confraternité, mais c'est lunaire. Moi, j'espère bien que si demain je fais un gros rapport de merde et que je dis du bullshit total là-dedans, j'espère bien qu'un confrère va venir me dire, bah attends, tu déconnes. En l'absence d'instances régulatives des pratiques de psychologie en France, qu'il faut quand même rappeler aux gens que, pour ceux qui ne le savent pas, que l'usage du titre professionnel de psychologue est réglementé par la loi, ce qui n'est pas le cas de la pratique. On fait exactement ce qu'on veut dans les limites du droit commun, mais on Ouais. fait exactement ce qu'on veut en tant que psychologue en France. La déontologie, on peut toujours arguer code de déontologie psychologue, mais il n'est pas opposable, puisqu'il n'a pas de valeur juridique. Donc, Mhm. par définition, il a la valeur que je vais lui donner en tant que praticien. Et que tous les psychologues vont lui donner en tant que praticien, mais si tu fais passer du Rorschach, tu respectes pas le code de déontologie des psychologues. Ouais. Puisque le code de déontologie dit qu'on doit utiliser des tests validés scientifiquement. Donc, est-ce qu'on doit avoir une absence de régulation par les pairs du fait de la confraternité? Moi, ça me pose un gros souci, quoi. Mhm. On a un peu l'impression qu'on est toujours en train d'essayer, alors que c'est fou que ça soit ça, de se garder la possibilité de la tradition française psychanalytique, comme si on était toujours en train de jongler entre l'évolution de la science et oui, mais il faut quand même respecter la tradition française psychanalytique, il faut quand même respecter ce genre de truc, et ça fait qu'à la fin, c'est exactement ce que quelqu'un dit dans le chat, c'est que la première phrase invalide la dernière, en fait, dans ce que disent le syndicat des psychologues. C'est Ouais. c'est quand même fascinant si c'était pas triste, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que c'est la seule organisation professionnelle de psychologues, ou qui se dit représentative de psychologues, qui a réagi, hein. Les Et autres n'ont pas réagi. est-ce qu'il y a un ordre des psychologues? J'en sais rien. Non, Non, il n'y a pas d'ordre il y a des aucune, psychologues. il n'y a aucune organisation représentative des psychologues en France qui est autorité légale. Et Aucune. en Belgique ou au Canada, il y a un truc comme ça. Oui, c'est le Ordre. cas, ouais. Ok. Alors, l'ordre de professionnels des psychologues du Québec, alors parce que moi je connais que le Québec, pas le Canada, hein, c'est Ouais, une longue pardon. histoire. Oh. Le Ouais, ouais. Québec et le Canada. On va pas aller là-dedans parce que Non, c'est non. pas du tout mon champ. Mais On veut pas de problème. je vais pas me fâcher avec mes amis québécois. Mais l'ordre des psychologues, l'ordre professionnel des psychologues du Québec est extrêmement présent, est extrêmement réglemente énormément la pratique, les conditions d'accès au titre, les conditions de pratique. euh, Ouais. Réglemente énormément l'exercice de la psychologie. Enfin, c'est absolument incomparable avec ce qui se passe en France. Moi, pour discuter régulièrement avec des psychologues québécois, je les entends très souvent me dire, ouais, tu te rends pas compte, avec leur charmant accent dont je te ferai l'économie, et que j'adore, tu te rends pas compte, c'est nous, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. Quand je leur dis comment ça se passe en France, ils y réfléchissent à deux fois, puis ils me disent, ouais, ok, bon. Parce que Je garde mon une épée. instance régulative des pratiques, elle n'est pas là pour les beaux yeux des psychologues, hein. Son utilité première, c'est de protéger l'usager de la psychologie. Oui, oui, oui. C'est de garantir un minimum de fiabilité des techniques qui vont être mises en œuvre dans le cadre d'une évaluation, d'une prise en charge thérapeutique, etc. Enfin, elle est là pour l'usager en premier, hein. Mais en France, non, c'est pas le cas. Il Et n'y a c'est pour rien. ça En qu'il y a fait, un ordre des dentistes, un ordre le des seul médecins, truc quoi. légal qu'il y a, c'est la protection, la régulation de l'usage du titre professionnel de psychologue. Ouais, 1985. ce qui est quand Il n'y a même rien rien d'autre. du tout, quoi. Enfin, Si, c'est quelque oui, chose. ça défend. C'est Oui, quelque chose. si, ça défend un C'est peu quand quelque même. chose qui a Ouais, été obtenu de longue lutte, ouais, ouais, si, si. mais qui est extrêmement incomplet, parce que si Ouais. demain tu ne peux pas poser ta plaque de psychologue comme ça, tu peux poser ta plaque de psychologie, Ah, genre, tu peux écrire psychologie. bien sûr. De la même manière que tu peux mettre psychothérapie, alors que tu ne peux pas, si tu ne peux pas faire usage du titre de psychothérapeute. Ah oui, c'est fou. Et C'est ça, pas la d'ailleurs, même chose que dans le légal. il y a des vidéos, alors je pourrais pas vous dire, mais sur YouTube qui font un peu l'état des psys, enfin de tous les termes psy, entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychoclinicien. Il y a tellement de psy en fait que les gens s'y perdent un Ouais, peu. Un ouais. psychiatre, par exemple, il a fait médecine. Bah, les gens, faut qu'ils le sachent, quoi. Faut qu'ils le savent qu'un psychiatre, c'est un médecin d'abord spécialisé dans le psychisme. Un psychologue, c'est pas un médecin, il a pas fait médecine. Donc, Ouais. bref, tout ça, c'est des choses vraiment intéressantes. Et là, il y a vraiment une question, je trouve intéressante. Est-ce que tu sais s'il existe aujourd'hui euh, des organismes qui défendent une standardisation de l'expertise judiciaire? Est-ce qu'il y a aujourd'hui bah, comme toi, est-ce que tu es un peu seul dans la bataille ou est-ce qu'il existe des choses quand même qui vont dire il faut réguler tout ça? J'aurais pas la prétention de dire que je suis seul, j'en sais rien. En tout cas, dans le groupe dont je fais partie, qui essaye d'alerter un petit peu les pouvoirs publics sur ce sujet-là, je suis le seul expert judiciaire praticien. Les autres sont des chercheurs. Ok. Mais peut-être qu'il y a d'autres experts qui vont se reconnaître dans ce que je dis ce soir et qui vont Hmm. me contacter par la suite, ils sont les bienvenus.
Je vais pas me faire des amis dans la réponse que je vais te faire, évidemment, mais on a un conseil national des experts psychologues, pardon, je suis un peu fatigué, Pas de souci. compagnie nationale des experts psychologues. On a une compagnie nationale des experts psychologues qui pourrait jouer ce rôle-là, c'est-à-dire de sensibilisation, pas de régulation, parce qu'elle n'a pas de pouvoir disciplinaire, hein, elle a pas cette autorité-là qui lui est conférée par la loi, pas du tout. Mais elle pourrait jouer ce rôle de sensibilisation aux méthodologies scientifiques, etc. Sauf que de mon point de vue, c'est pas le cas, quoi. Ah, ok. C'est pas le cas. Donc, bon, je pourrais être. C'est un sujet délicat, elle pourrait jouer ce rôle-là, mais elle le fait pas. Donc, Ok. Donc, pour l'instant, elle c'est le pas fait pas assez vraiment. à mes yeux, elle le fait pas assez à mes yeux parce que pour des raisons historiques, traditionnelles, pour des raisons de composition, de membres qui composent son assemblée, elle le fait pas. Voilà. C'est un peu dommage. C'est quand même, en fait, je reviens presque sur ce que j'ai dit au tout départ, mais c'est qu'on a, tu vois, comme tu disais, on a un respect pour la justice presque de base. On dit que ça, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose, quand on a Ouais. de la défiance pour beaucoup de représentations de l'État, que ce soit des représentations du peuple, des députés, ou peu importe des gens qui vont représenter l'État, je trouve que dans ce que j'ai pu lire dans les opinions, la justice est souvent plutôt crue, en tout cas, on croit encore à la science. Mais il suffit de vraiment pointer du doigt ce truc-là, ce traitement de la psychologie, pour se faire raviser un tout petit peu l'idée qu'on se fait du sérieux en fait de la justice. C'est quand même fou en fait. Il y a un truc, il y a une sorte de, c'est Ouais, presque mais désarmant que la tu nous dises ça quoi. En vrai, c'est vraiment fou la quoi. mais moi oui, oui, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ça quand je suis devenu expert. J'étais sur le cul et Ouais, j'y c'est suis ça. toujours. Heu, mais c'est ce que je dis dans la tribune que j'ai coécrite, dans Marianne, après Mm. le procès de Monique Olivier, les magistrats sont les premières victimes de ce système-là, quoi. Tu peux pas reprocher à un Eh oui. magistrat de pas pouvoir évaluer, la validité d'une méthodologie, qui est appliquée par un expert psychologue. C'est pas son job, quoi, parce que s'il était capable de ça, il demanderait pas à un expert psychologue de se prononcer, quoi. Mm. Enfin, l'expertise judiciaire a en soi d'hypocrite qu'elle est ordonnée par des gens qui n'ont pas la compétence pour évaluer la compétence des gens qu'ils ordonnent dans une mission d'expertise. Ouais, Donc, ouais. les magistrats n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux experts qu'ils désignent. Euh, pour moi, le principal responsable de cette situation, c'est le législateur. Ouais. Parce que c'est au législateur de mettre en place les dispositions légales qui obligeraient les psychologues experts, encore une fois, je parle que des psychologues, hein, je me prononce pas sur de discipline, je les connais pas, mais qui obligeraient les psychologues experts à justifier de leur méthodologie, à utiliser des notions théoriques issues des données acquises de la science, qui obligeraient les experts à citer les études de validité dans leur rapport. Ce que je suis en train de te dire là, ces obligations que j'espère de tous mes voeux, ce sont des obligations qui sont faites aux experts aux États-Unis. On appelle ça les règles de Dober, Ouais. qui ont été instituées suite à un procès qui a eu lieu en 93, où on s'est rendu en 1993. Il faut savoir que la question de la scientificité de la méthodologie expertale aux États-Unis, c'est une question qui fait l'objet d'un intérêt de la part du législateur et des magistrats depuis presque un siècle. C'est pas nouveau chez eux, hein, Mm. c'est une question qui se pose depuis longtemps. Mais en 93, il y a eu le procès d'Aubert, dont je ne sais plus quoi exactement, et qui s'est mal passé parce qu'on s'est rendu compte que les experts avaient fait des observations un peu au doigt mouillé. Ça a eu un impact dans le procès, et suite à ça, la Cour suprême s'est prononcée et a mis en place ce qu'on a appelé les règles de Daubert, D-A-U-B-E-R-T, Oui. qui maintenant obligent les experts à justifier de la scientificité de leur méthodologie, à citer les études, à citer les mises à jour des tests qu'ils utilisent. Enfin, c'est hyper rigoureux. En France, je pense que si on met un truc comme ça, alors c'est un avis totalement subjectif et je peux complètement me planter, mais si on met un truc comme ça, demain les psychologues vont gueuler, ils vont dire bah non, on n'est pas Mm. d'accord, on veut être libre. Parce que traditionnellement, en France, les psychologues, encore une fois, c'est un avis subjectif, mais en France, traditionnellement, les psychologues ont toujours revendiqué plein de choses sans jamais rien donner, quoi. Enfin, ils veulent revendiquer une liberté totale d'action, ils veulent être remboursés par la Sécu, ils veulent ceci, cela, mais ils lâchent rien de leur côté, quoi. Ouais. Ils veulent absolument ne pas être contraints dans leur liberté d'action, ce que je peux comprendre, mais c'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Tu peux pas à un moment donné. Je sais pas, moi, ça me semble quand même assez délirant. Tu peux pas faire ce que tu veux sans rendre de compte derrière, quoi. Donc, Euh,
Ouais, non, non, mais enfin, ça s'entend totalement, mais c'est vrai que il y a un effet de sidération en fait Alors, il y dans a ce il que y a une tu nous dis, question quoi. intéressante de Nautique là concernant le Ouais, polygraphe. Alors, tout à fait, j'allais tout te la dépend, poser. tout dépend ce qu'on entend, enfin ce qui est fait de l'usage du polygraphe. Le polygraphe, donc ce qu'on appelle le détecteur Détecte de le mensonge. mensonges, c'est un instrument qui ne mesure pas le mensonge. Il l'a jamais mesuré, hein. Ce que mesure le polygraphe, c'est des indicateurs de stress. Il va mesurer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la sudation, tout un tas de trucs, qui sont des indicateurs de stress. Seulement, on peut stresser pour tout un tas de raisons. On peut stresser parce qu'on ment, on peut stresser parce qu'on est en train de faire un examen de passer au détecteur de mensonges, on peut stresser parce qu'on est tout à fait stressé par la situation. Enfin, il y a tout un tas de raisons de stresser. Donc, après, on peut. Moi, je ne suis pas du tout expert de la législation américaine. En plus, le système judiciaire est différent du nôtre, Mm. totalement différent du nôtre. Est-ce que les résultats obtenus suite à une passation de polygraphe peuvent être considérés comme une pièce à conviction? J'en sais rien. Je ne suis pas aux États-Unis. Mais je voulais juste rectifier, quand même nuancer un petit peu ça. Le polygraphe, le détecteur de mensonges, ne détecte pas le mensonge. Il détecte les indicateurs de stress qui peuvent être, euh, qui peuvent être consécutifs à un mensonge, mais qui peuvent être aussi consécutifs à plein de causes différentes qui n'ont rien à voir avec le mensonge. Oui, visiblement, en plus, on peut. Parce que j'avais vu ça sur des entraînements de personnes qui travaillent dans le renseignement, Ouais, peuvent tromper, en fait, en se ouais. calmant, en faisant des techniques de méditation, des choses comme ça, La tromper le littérature détecteur, quoi. scientifique, et je vous invite à lire les travaux de Frédéric Thomas notamment. La littérature scientifique montre que on peut pas détecter le mensonge, quoi, Mm. tout simplement. Et que surtout les techniques qui sont habituellement considérées comme étant fiables dans la détection du mensonge ne le sont pas, notamment tout ce qui est interprétation du langage non verbal, etc., dont se servent beaucoup les officiers de police judiciaire, c'est pas du tout fiable dans la détection du mensonge. Ah oui, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est rentré vachement dans la... Ben, en fait, il y a eu enfin, la série Lie to Me, là, qui, qui réutilise d'une manière ou d'une autre, ou qui met en scène les travaux de Paul Ekman, qui était qui a fait des avancées, honnêtement, hein, dans la psychologie des émotions, hein. C'est pas juste un charlatan, mais qui proposait quand même qu'on soit capable, par des détections de micro-expressions, de détecter des mensonges, quoi. Et donc visiblement tout ça, non, on n'est pas capable de faire ça. Non. Non, non, non. Euh, enfin, après cet effet de sidération, j'aimerais bien quand même qu'on rentre un tout petit peu dans le, si ça te dit, qu'on rentre un petit peu dans le travail d'expert, ton travail à toi, qui quand même utilise un peu des trucs scientifiques. Parce que de ce qu'on comprend, c'est que de l'autre côté, ils font un peu au doigt mouillé. Mais j'aimerais savoir, par exemple, euh, en général, qu'est-ce que tu vas chercher comme information? Alors tu vas me dire, j'imagine, tu vas me dire que ça dépend beaucoup du cas, mais est-ce que tu pourrais nous dire, en général, quelles informations sont probantes, sont intéressantes pour toi en tant qu'expert, dans divers cas que tu peux traiter au pénal? Alors, la première chose à dire, et je trouve important de le dire et de le rappeler, c'est que le psychologue expert n'évolue pas dans un cadre qui a été défini par lui. Hmm. Quand tu es expert, tu évolues dans un cadre qui a été défini par un magistrat. C'est-à-dire que tu dois répondre à des questions qui ont été posées par un magistrat. Tu fais pas ce que tu veux, quoi. Hein. Tu reçois une ordonnance d'expertise qui contient un certain nombre de questions auxquelles tu dois répondre. Ah oui, donc, ah d'accord, donc Après, c'est vachement... Ah ok, tu vois, je savais pas du tout ça, ok. oui, tu fais pas ce que tu veux. Quand j'entends parfois des... J'adore quand ils me font ça, quand j'entends des avocats aux assises me dire, mais comment vous faites pour évaluer le profil psychologique d'un individu? Moi, je suis pas là pour évaluer le profil psychologique d'un individu. Hmm. Je suis là pour répondre à des questions d'un magistrat. Maintenant, on peut toujours discuter de la pertinence des questions qui sont posées, c'est un autre sujet, mais je suis là pour répondre et donc évoluer dans un cadre qui n'est pas fixé par moi. Et quel type Il de est fixé questions, en par un fait? magistrat. J'ai un peu de mal à saisir quel type de Eh questions un ben, magistrat peut te poser, quoi. déterminer le niveau d'intelligence, D'accord. évaluer le retentissement traumatique que les faits objets de l'accusation on peut avoir sur l'intéressé. En cas de déclaration de culpabilité de l'intéressé, expliquer la dynamique du passage à l'acte. Pouvez-vous faire des préconisations sur le plan psychothérapeutique? Évaluer l'existence d'un trouble psychologique ou psychopathologique ayant influencé ou ayant influé sur le comportement de l'individu ou sur les déclarations de Hmm. l'individu. Évaluer le contexte de dénonciation des faits. Enfin, il y a tout un tas de questions qui, quand tu es désigné par un juge d'instruction, sont
quasi identique à chaque fois. D'accord. Ce qui pose un biais, de mon point de vue, parce que est-ce qu'on peut considérer que des questions standardisées peuvent s'appliquer autant à un crime sexuel qu'un crime de sang, Hmm. qu'à de l'inceste, donc avec une dynamique systémique? Enfin, tu vois, c'est aussi une autre question. Ouais. Hem, Grosso modo, il y a évaluation de la personnalité, évaluation des fonctions cognitives, évaluation d'un trouble potentiel sur le plan psychopathologique, évaluation du passage à l'acte, évaluation, je vais utiliser un gros mot, mais c'est quand même ce qui nous est demandé quand on lit entre les lignes, évaluation du contexte de dénonciation, des faits ou de la crédibilité de la victime et évaluation de la dangerosité et enfin faire des préconisations, sur le plan psychothérapeutique. Ok. Et la dernière remarque qui est faite dans toute ordonnance d'expertise, qui est extraordinaire: faites toute observation utile à la manifestation de la vérité. Donc en gros, cette phrase-là te donne un chèque en blanc pour dire ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si tu estimes que tu as une information à délivrer au magistrat qui ne répond pas directement aux questions qui sont posées, tu peux le faire. Hmm. Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité et consigner vos conclusions dans un rapport à rendre avant telle date. L'ordonnance d'expertise ordonne aussi à l'expert de prendre connaissance des pièces de la procédure. Quand je reçois une ordonnance, je reçois un dossier, qui est le dossier d'instruction, quand je suis désigné par un juge d'instruction, mais c'est 90% des expertises que je fais. Je reçois toutes les pièces de la procédure, c'est-à-dire tous les procès-verbaux, rapports d'expertise, enquêtes de personnalité, qui ont été faits au jour où l'ordonnance m'est envoyée. Ok. Je reçois toute l'enquête qui a été faite, donc les photos de scène de crime, les rapports d'autopsie, les PV d'audition, les PV de garde à vue, Hmm. la plainte, enfin, je reçois tout un tas de documents. De ce que je vois, je n'ai pas la prétention de dire que ce que je vois est représentatif de la pratique de l'expertise psychologique en France, mais de ce que je vois, il y a assez peu d'experts qui lisent la procédure. Il y en a même qui le déclarent, qui disent à la barre de la cour d'assises: «Moi, je lis pas la procédure parce que je veux pas être influencé». Bon, on pourra en dire beaucoup aussi là-dessus. Alors que ça fait partie de nos missions. D'accord. Ça fait partie de notre mission. Moi, je lis toujours la procédure pour 2 raisons. La première, c'est parce que je vois pas comment on peut faire une expertise psychologique sans prendre connaissance de la procédure. Ça me semble complètement délirant. Parce que évidemment, un mis en cause va pas forcément me dire par le menu ce qu'il a fait. Et- Donc, je vois pas comment on peut, évaluer ou, expliquer ou tenter de comprendre une dynamique de passage à l'acte sans avoir pris connaissance d'éléments factuels qui se trouvent dans la Ouais, procédure. c'était ça que j'avais en tête, c'est comment t'expliques Deuxièmement, parce ça. que j'utilise des outils d'évaluation, de la récidive, du risque de récidive qui sont standardisés, qui sont validés sur le plan scientifique et qui nécessitent que je cote un certain nombre d'items qui se réfèrent à des informations qui sont contenues dans la procédure. Donc D'accord. si je lis pas la procédure, je peux pas coter ces items-là, donc je peux pas me servir de ces outils-là. Tu te doutes bien que quand je demande à un individu qui a un casier judiciaire assez lourd de m'expliquer son parcours judiciaire, il va avoir tendance assez souvent à le minimiser, Oui. voire à le rationaliser. Pas forcément dans une tentative de filouterie d'ailleurs, ou dans une stratégie ou autre, c'est voilà, c'est comme ça. Il parle avec son prisme, quoi. Oui, Faire de oui. la clinique, c'est accepter que les gens parlent avec leur prisme. Hmm. Hem, une fois, j'avais un individu qui était, mis en examen pour, viol sur sa fille. On avait retrouvé son sperme dans le vagin de sa fille. Lui, il m'explique qu'il a rien fait. Bon, moi, j'ai des éléments tangibles d'expertise génétique, de prélèvement, gynécologique. Il y a quand même peu de chances, si tu veux, avec le respect, sincère et authentique que j'ai pour la présomption d'innocence, il y a quand même peu de chances que le généticien se trompe, quoi. Ouais. Il y a une probabilité pour qu'il se trompe, mais elle est infime. Hmm. À partir de ce moment-là, moi, ça m'intéresse de comprendre comment l'individu se positionne par rapport aux accusations dont il fait l'objet et pourquoi il se positionne comme ça. Moi, en tant que psy, c'est mon boulot, quoi. Pourquoi il préfère dire qu'il a rien fait alors que manifestement il a fait quelque chose? Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il avoue ou autre, je m'en fous. Enfin, en plus, très sincèrement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il va être dans cette stratégie cognitive-là. Hmm. Quelle est la fonction pour lui? À quoi ça lui sert? Donc, en gros, mon boulot, c'est de répondre à ces questions-là. Donc, en effet, on peut y répondre un peu au doigt mouillé et faire en fonction de ma sensibilité, de mon intuition, de ce que je considère comme étant mon expérience et puis de la fiabilité que je vais, attribuer à cette expérience-là. Et puis, on peut essayer d'être dans une démarche scientifique. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire une démarche une démarche rigoureuse, à minima standardisée, qui a finalement, en pratique expertale, l'objectif de minimiser au maximum les biais. Ouais. Quand on fait de la recherche, c'est ce qu'on fait, on cherche à maîtriser les variables pour être sûr que
le protocole expérimental qu'on a mis en place pour tester quelque chose va bien tester ce qu'on envisage qu'il va tester. Et à la fin, on voit où les preuves, où les données recueillies vont nous mener. Bah, c'est un peu la même chose. Moi, c'est ce que j'applique en pratique expertale. Mm. C'est-à-dire que je mets en place un certain nombre de démarches qui permettent d'évaluer des fonctions cognitives, qui permettent d'évaluer l'existence d'un trouble psychopathologique, qui permettent de tester des hypothèses quant au passage à l'acte, etc. Et puis, bah, j'essaye de le faire dans une démarche standardisée, éventuellement appuyée par la psychométrie quand elle est disponible, mais il y en a beaucoup de la psychométrie disponible, encore faut-il la connaître. Et encore faut-il se référer à la littérature scientifique, à les lire en anglais, etc., ce qui n'est pas donné à tous les psychologues. Et en tout cas, tous les psychologues ne font pas cette démarche-là. Et d'essayer d'y répondre avec la marge d'erreur la moins importante possible. Mm. Quand je ne sais pas, je mets dans le rapport que je ne sais pas. C'est des choses qui arrivent. Quand on me pose une question aux assises et que je ne sais pas y répondre, bah, je dis que je ne sais pas y répondre. Parfois, je vais demander à l'avocat ou au président de reformuler sa question parce que je ne la comprends pas. Bah, évidemment, eux, ils me posent des questions qui sont naïves au sens épistémologique du terme, c'est-à-dire qui sont des questions de profanes. On va me poser parfois des questions. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de définir ce que c'était que la mémoire. Oula. Je m'y attendais pas, en fait, parce que c'est tellement basique pour nous comme notion de définir là, ce que c'est que la mémoire. C'est cours de première année, voire de deuxième année. Je me suis retrouvé comme un con. Je dis, ah bah merde, oui, c'est vrai. Alors comment je vais vous définir ça, tu vois? Ouais. J'ai besoin de 10 secondes de réflexion, parce que voilà, c'est des notions tellement basiques qu'on n'est plus habitué à définir ça. Mais c'est des questions comme ça qu'on te pose aux assises. On te pose quand même très souvent des questions basiques Mm. qui ne sont pas des questions impertinentes ou des questions débiles, hein, pas du tout, mais qui sont des questions basiques. Oui, puis il suffit de Et donc, rentrer un petit peu dans les littératures sur les mémoires pour se rendre compte que la définition, elle tombe très vite et ça devient très vite le bordel. Et c'est super compliqué à ouais, bon, définir. après, il y a quand même des définitions Mais qui c'est font sûr. consensus. Non, mais bien Le sûr, bien mémoire, sûr. ça fait plus consensus que pervers narcissique, hein, si tu veux. Ouais. Et donc, moi, je fais mon examen clinique après. Donc, pour ma part, dans ma pratique à moi, je passe beaucoup de temps à étudier la procédure. Je prépare beaucoup mon examen clinique. Et après, bah, je vais voir l'individu, auteur ou victime, ou mise en cause ou plaignant. Et je fais mon examen clinique, c'est-à-dire que je suis dans une démarche de recueil de données Mm. à travers bah, une anamnèse, hein, une dimension familiale, antécédents médico-psychologiques, antécédents judiciaires, enfin, parcours scolaire, professionnel, enfin tout le tralala habituel. Et puis bah, après, j'essaye de voir un peu ce que tout ça, comment tout ça peut être mis en sens, ou peut être mis en branle au travers des données de la littérature, quoi. Si j'ai un individu qui a des tendances à l'impulsivité dans sa biographie, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui a tendance à l'agressivité, qui exprime peu d'empathie, que je vais essayer d'investiguer tout ça à travers mes questions, bah, il y a grande chance que ce soit un trouble de la personnalité antisociale. Donc bah, je vais regarder dans mon manuel, dans mon DSM, et puis voilà, le trouble de la personnalité antisociale, c'est une notion qui fait consensus, c'est défini de telle et telle manière. Il y a plein d'études scientifiques qui ont validé cette notion-là. Donc bah, si je vois qu'il y a une corrélation plutôt forte, bah, voilà, j'émets l'hypothèse diagnostique d'un trouble de la personnalité antisociale, et il se trouve que bah, le trouble de la personnalité antisociale peut expliquer quand même, dans de très grandes proportions, les passages à l'acte, puisque c'est un trouble de la personnalité qui est surreprésenté en population carcérale. Donc voilà, enfin, je veux dire, après, tu fais de la démarche clinique, hein. La clinique et la science, c'est pas incompatible, hein. Moi, je me réfère à des données qui sont scientifiques, j'en apprends tous les jours. Il y a des, il y a des rapports, parfois, maintenant que je dépose aux assises, des rapports que j'ai fait il y a 3 4 ans, j'en ai presque honte parce que j'ai utilisé des notions scientifiques ou des notions théoriques que j'utiliserai plus du tout maintenant. Mm. Parce que, euh, parce que depuis, j'ai appris qu'elles n'étaient pas valides et depuis, je me suis un peu renseigné sur la littérature, j'ai fait des formations, etc. Voilà en gros le boulot tel que je le fais, et puis après je tape mon rapport. Alors ce qui est essentiel pour moi dans la rédaction du rapport, c'est que ce soit clair, que ce soit structuré, que ce soit compréhensible, c'est-à-dire que je n'utilise jamais un mot de terminologie, jamais. Mm. Il y a des mots que j'utilise plus parce qu'il faut plus les utiliser, hein. Le mot pervers par exemple, c'est un terme vraiment issu de la psychanalyse, moi je n'utilise pas, on parle de paraphilie dans le DSM. Alors on peut reprocher plein de trucs au DSM, mais jusqu'à preuve du contraire, en termes de manuel validé scientifiquement, on n'a pas fait mieux. Donc le DSM, hein, pour tout le monde, c'est un... On va dire, Le DSM, c'est le manuel ouais. des troubles mentaux. C'est en fait la Bible de la psychiatrie internationale. C'est vraiment une liste, hein, de troubles mentaux avec des symptômes. C'est pas tant une liste que ça. Moi, j'ai du mal avec les gens qui vont arguer le fait que le DSM est une liste. Non, le DSM explique des choses. Ouais. Le DSM développe des notions. Le DSM propose des nouveaux modèles. Je pense au modèle dimensionnel des troubles de la personnalité qui est dans le DSM-5, qui n'était pas proposé avant, qui répond à des considérations cliniques de terrain, et pas seulement à des considérations de chercheurs. Moi, j'apprécie beaucoup le DSM. Encore une fois, tout est critiquable, hein. Si tu veux absolument te mettre dans une posture de ouais, elle crie, le DSM, c'est le catalogue de la redoute, la subjectivité, c'est aussi l'émotion de l'affectivité, machin. Enfin, c'est des arguments qu'on entend depuis des décennies.
qui apporte pas grand-chose au débat, oui. Après, je suis pas certain que de faire au doigt mouillé ou de faire en fonction en fonction de tes aspirations profondes, de tes biais, machin, dont tu n'as pas forcément conscience, parce que par définition, le biais cognitif, on n'en a pas forcément conscience. Bon, à minimal, le DSM permet de structurer à partir d'études scientifiques. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat que ça répond aussi à des considérations économiques. Oui, je ne suis pas sûr que la psychanalyse ne réponde pas à des considérations économiques. Je ne suis pas sûr que inviter Caroline Goldman, docteur en psychologie psychanalytique, tous les matins sur France Inter, tout l'été, pour faire des chroniques dans lesquelles elle dit que le TDAH, c'est une connerie qui a été inventée par l'industrie pharmaceutique américaine pour vendre de la Ritaline aux enfants. Bah, excuse-moi, oui, je préfère être dans des considérations DSM que des considérations comme Caroline Goldman peut en donner. Ou qui dit que la dépression est causée par un manque d'affectivité ou d'amour des parents. Enfin, on est quand même complètement délirant, quoi. Et puis on pourrait Donc, juste, critiquer moi, je me réfère au DSM, je me le réfère camp à la scientifique, littérature mais bon, scientifique. voilà. Oui, Excuse-moi, non, oui, non, mais je tout dis, est je veux dire, critiquable. Ça veut dire à partir du moment où tu veux critiquer, quand tu cherches, tu trouves, hein. À partir du moment où tu veux critiquer, tu critiques. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir. Alors évidemment, je tends à une pratique qui soit la plus fiable possible, sachant tout à fait qu'elle ne sera jamais, sachant que je peux tout à fait me faire berner par un individu, c'est des choses qui arrivent, ça m'est déjà arrivé, sachant que la marge d'erreur zéro n'existe pas, mais j'essaie de la réduire au maximum. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas fait mieux que la démarche scientifique pour ça. Point. C'est jusque-là, pas c'est vrai. à un moment Et donné, il après, n'est pas bon. question de dire que un truc est l'alpha et l'oméga de la psychiatrie ou de la psychopathologie, que l'autre ne l'est pas. C'est pas la question. La question, c'est quel instrument, quel étayage théorique que je vais utiliser qui soit le plus fiable possible. Jusqu'à preuve du contraire, le DSM est le plus fiable. Donc moi, j'utilise le DSM. Voilà. Si demain on me dit que c'est psychopathologie de la vie quotidienne de Sigmund Freud et qu'on me le prouve à travers une démarche scientifique, j'utiliserai psychopathologie de la vie quotidienne de Sigmund Freud sans aucun souci. Ce sera dans tes archives. Tu pourras la ressortir, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, après, donc, je rends mon rapport, Donc le je rapport définis est à le rôle destination du magistrat qui a ordonné du l'expertise. magistrat. Est-ce que les avocats ont accès à ça? Est-ce que les jurés, tout le monde y a accès? Oui, oui, dans un deuxième temps, une fois que mon rapport parvient au cabinet du juge d'instruction, il est coté par le greffe qui l'adosse qui l'annexe à la procédure. Donc mon rapport d'expertise devient un acte de procédure, comme le rapport du médecin légiste ou le procès-verbal d'audition de l'officier de police judiciaire. Et après, le magistrat, il en fait ce qu'il veut. Mon rapport est censé lui apporter un éclairage. Voilà. Et dans certains cas, pas dans tous, malheureusement, parce que je dis malheureusement parce que moi j'adore ça, c'est ce que je préfère dans ma vie d'expert. Je vais être appelé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après pour déposer devant la cour d'assises, expliquer, ou la cour criminelle départementale, qui est une nouvelle instance de jugement mise en place depuis quelques années. Euh, je vais déposer devant la juridiction de jugement pour exposer mes conclusions, mes analyses de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ci, pas comme ça. Et puis après, on me pose des questions, quoi. Les avocats des parties me posent des questions, le président de la cour d'assises me pose des questions aux assises, ce que je disais tout à l'heure, le principe d'oralité des débats prévaut. Donc, en fait, les jurés n'ont pas accès à la procédure. Ils n'ont accès qu'à ce qu'ils vont entendre pendant les débats, Ah, ok. pendant l'audience. Bah, j'allais te poser la Donc, du question coup, justement si c'était obligatoire de devoir, en tant qu'expert, aller parler ou est-ce qu'on pouvait se satisfaire du rapport, c'est mais non, obligatoire, d'accord. une fois que c'est D'accord. obligatoire quand tu interviens dans un dossier dans lequel le mis en cause a été renvoyé devant la cour d'assises. Alors, c'est obligatoire, non. Alors, c'est intéressant la question que tu poses. Je t'ai mal répondu. J'ai pas été précis. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le président de la cour d'assises n'a pas l'autorité pour utiliser la force publique pour faire comparaître un expert devant la cour d'assises. Il peut le faire avec un témoin, qui a Ah un oui. statut différent. Dans le sens, s'il veut pas Euh, venir, il peut ne pas venir. Il y aura un rien expert qui ne va veut pas venir. l'obliger. Et en fait, moi, ce que j'entends, et il se trouve que moi, je me déplace sur l'ensemble du territoire français, et en Outre-mer aussi maintenant, et j'en suis très ravi. Je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de cours d'assises, notamment on va dire dans la moitié nord de la France, mais j'en fais un petit peu dans le sud, etc. Et moi, je refuse de déposer en visio. C'est une possibilité qu'on a, mais moi, j'ai horreur de ça. Je suis pas du tout à l'aise dans cet exercice-là et j'aime tellement les assises. J'ai besoin de respirer l'ambiance des assises. Enfin, les assises, c'est vraiment quelque chose qui moi, me stimule énormément sur le plan intellectuel. J'adore ça. Donc, j'essaye autant possible de ne pas de me déposer en visio et jusqu'à présent, je m'en suis bien sorti. Je n'ai jamais déposé en visio. Mais j'entends en fait de plus en plus de présidents de cour d'assises me dire ah bah les experts se déplacent plus quoi. Ah. J'espère que ça ne déplace plus. Parce qu'il y a de la route, parce que l'indemnité de comparution devant la cour d'assises est très basse. On est très mal payé. Bon, voilà. Donc il y a de plus en plus d'experts qui ne se déplacent pas. Ok. Mais c'est un vrai souci. Parce que ça, du coup, ça biaise un peu les débats, vu que le principe d'oralité prévaut. À partir du moment où un expert vient pas, le président lit le rapport.
Mais évidemment que s'il peut pas poser de questions, enfin la lecture d'un rapport, c'est pas aussi vivant que la Oui, déposition d'un oui. expert. Est-ce que Et il y tu a pas as... de il y a pas de contradictoire au final, parce que l'expert qui vient pas n'est pas interrogé. Donc il y a pas de respect du principe de Ouais, contradictoire qui est un du procès. principe de base du droit pénal en France, quoi. Euh, J'allais dire, est-ce que tu as l'impression euh, de percevoir, par exemple, tu parlais de, alors je sais plus exactement ce que tu as dit, je vais peut-être dire une bêtise, tu me reprendras, trouble antisocial ou personnalité antisociale. De la personnalité Voilà. antisociale. Bon, j'avais les deux. Très bien. Est-ce que tu as l'impression, parce que je pense qu'il y a un truc comme ça, est-ce qu'on est capable d'analyser ceux qui arrivent à commettre des crimes qui arrivent aux assises, hein, c'est-à-dire que c'est pas voler une pomme dans un supermarché, hein. Ouais. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir un pattern au niveau de la personnalité, au niveau peut-être de du contexte familial, du contexte social. Je sais que c'est une question probablement beaucoup trop large, mais est-ce que quand même il y a un truc que tu peux dire peut-être de ton expérience ou de ce que tu as pu voir qui revient chez les gens Je accusés? je comprends pas du tout ta question. Chez les gens accusés donc accusés ou, bah, ou coupables. Est-ce qu'il y a des facteurs communs entre les gens qui sont Exactement, accusés de exactement. oui, oui, bah, bien Psychologique. sûr, bien sûr, bien sûr. Et Quand est-ce que tu tu en aurais en étudies tête? le quand tu étudies la littérature scientifique, ou que tu fais de la recherche dans ce domaine-là, dans le domaine de l'évaluation du risque de récidive, tu te rends compte qu'il y a, l'évaluation du risque de récidive, elle est basée sur des facteurs qui sont, d'un côté, des facteurs prédictifs du risque et des facteurs protecteurs de risque. Tu as des facteurs qui sont statiques, qui ne bougent pas avec le temps, qui n'évoluent pas avec le temps. Et tu as des facteurs qui sont dynamiques, que nous en France on appellerait cliniques, qui sont propres à la personnalité, sur lesquels on peut plus facilement intervenir Hmm. pour provoquer un changement qui servirait à prévenir le risque de récidive. Et en fait, oui, il y a des facteurs communs. Je, je, euh, je vais pas te dire que, enfin, des mecs mis en examen pour crime, des individus mis en examen pour crime, pour des crimes donc qui est l'infraction la plus grave prévue par le code pénal français, donc des viols, des meurtres, des séquestrations, actes de torture et barbarie, etc., qui ont eu une enfance heureuse avec des parents affectueux, une éducation en bonne et due forme, etc., moi j'en vois quasiment jamais, quoi. D'accord. Enfin, c'est rarissime. Enfin, Hmm. j'en ai déjà vu quelques-uns, mais je réfléchis en te parlant, je suis en train de me faire la réflexion que ceux que j'ai vus sont souvent mis en examen dans des affaires d'inceste. J'en ai encore vu un ce matin. Euh, Biographie tout à fait stable, développement psychoaffectif tout à fait stable, pas d'adversité, machin, etc. Et puis, bah, inceste. En tout cas, il est mis en examen pour de l'inceste qu'il reconnaît tout à fait d'ailleurs. Ah ouais. Mais, mais non, non, bah, c'est des gens qui ont tous des parcours de vie cabossés, qui ont Hmm. tous des carences éducatives, affectives, sociales énormes, très souvent des problématiques d'addiction, très souvent des troubles de la personnalité. Enfin voilà, enfin je veux dire, à un moment donné, tu sais, Victor Hugo disait si on ouvre une école, on fermera une prison. Mhm. On n'a rien inventé hein, depuis. Hein. Je veux dire, l'amour c'est important, l'entourage des parents c'est important, des parents présents, affectueux, étayants, sécurisants, c'est très important. L'attachement c'est super important. Bah, quand t'as pas tout ça, en général, je dis pas que tu vas déconner, mais en tout cas, tu as une probabilité de déconner qui est beaucoup, beaucoup plus importante que quelqu'un qui les a eus, quoi. Alors, Enfin, ok. je donne un coup j'enfonce une porte ouverte en disant ça, hein, mais oui, des gens qui ont vécu vraiment, qui ont des biographies tout à fait, entre guillemets, soutenantes, étayantes, etc., je les vois pas souvent en prison. Hein. Hmm. Mais tu vois, c'est Et c'est parce le que cas, c'est le cas d'ailleurs souvent chez les plaignants et les plaignantes. Hein. de On quoi? retrouve aussi des personnalités très. Ah oui. Ouais, ouais. Cabossé par la vie. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, t'enfonces une porte ouverte, mais je pense qu'elle était quand même peut-être un peu fermée pour beaucoup de personnes, dans le sens où il y a peut-être une facilité à pointer du doigt le monstre, Ouais. le sauvage qui va faire tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant? Comment est-ce qu'on peut tuer? Comment est-ce qu'on peut séquestrer? Mais à la fin, on explique ça quand même alors entre autres, hein, j'imagine que tout s'explique pas par là, par des phénomènes sociaux, par des manques affectifs, par des problèmes dans la vie familiale. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Mais Non, non, non. ce que je voulais dire, c'est que, alors peut-être que je me trompe totalement parce que je crois que j'ai une mémoire un peu floue de tout ça, mais la personne qui a découvert la psychopathie,
avait les premières découvertes de la psychopathie et c'était quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait des traits de psychopathe dans le sens où un manque d'empathie, un manque de choses comme ça. Alors je parle vraiment sous ton contrôle, hein, donc n'hésite jamais à me tacler à la gorge si je dis un truc qu'il faut pas. Euh, mais donc voilà, mais qu'il y avait des psychopathes qui étaient dans un cadre social et familial équilibrés qui font qu'ils ne passent pas à un acte spécifique, mais qui vont avoir une carrière normale, et qu'il y a des psychopathes qui naissent du coup avec une certaine forme de psychopathie ou de trouble spécifiquement psychologique, et qui pourraient passer à l'acte à cause du caractère social. Je dis tout ça, est-ce que il y a quand même des trucs à la base, c'est-à-dire on peut naître, est-ce qu'on peut naître psychopathe quoi en gros? Est-ce que ça existe? Et les études sont un peu contradictoires sur le sujet. On ne naît pas criminel. Hmm. Ça, on ne naît pas criminel. Ouais, on a cherché le gène de la criminalité, de la Ouais, bâtardise pendant longtemps, hein. Donc, 300 ans qu'on cherche, on l'a jamais trouvé. On a pendant un temps pensé, avec l'école de phrénologie de Lombroso en Italie, il y avait un courant qui pensait que on pouvait envisager une facilité de passage à l'acte transgressif à travers les circonvolutions du crâne ou du cerveau, enfin bref. c'est de là que ça vient l'idée de la bosse des maths. Je savais pas, Ouais, mais c'est ça. Ouais, ouais, ça ouais. vient de là, la cause des maths. On a un peu évolué là-dessus, on ne naît pas criminel, on le devient. Moi, j'ai toujours lu que, et c'est en tout cas ce que j'essayais d'expliquer aux jurés quand je suis devant la cour d'assises, que une situation criminelle est toujours une situation opportune. Toujours. Hmm. C'est-à-dire qu'elle est le résultat de la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui sont propres aux individus, mais qui sont aussi des facteurs environnementaux. Hein. Je te dis un truc caricatural, mais Mhm. la petite fille qui est passée à ce moment-là toute seule sur son vélo devant l'individu qui recherchait une petite fille, si elle était passée 5 minutes avant avec plein de voitures qui passaient à ce moment-là, le passage à l'acte n'aurait peut-être pas pu se faire. Ouais, bien sûr. Enfin, il y a aussi des facteurs sociaux à prendre en Hmm. compte. Est-ce que Monique Olivier aurait été Monique Olivier si elle n'avait pas rencontré Michel Fourniret? Hmm. J'ai un gros doute. Ah ouais. J'ai un énorme doute. Est-ce que Monique Olivier pouvait dire non à Michel Fourniret? Oui. Est-ce qu'elle avait la capacité de le faire en matière de personnalité? Je suis pas sûr. Tu vois, tout est à nuancer et à pondérer, quoi. Ouais, je comprends. Je pense que Monique Olivier, elle aura rencontré un garagiste, elle aurait passé sa vie dans un garage à servir à la pompe ou à servir les clients, elle aurait été très bien, quoi. Tu vois, je fais cette hypothèse-là, en tout cas. Ok. Maintenant, moi, il y a un domaine auquel je m'intéresse de plus en plus, c'est la neuropsychologie légale. Parce qu'il y a, pareil, hein, par manque de culture scientifique dans ce domaine-là, je découvre depuis quelque temps une littérature scientifique foisonnante au niveau international sur le TDAH, sur le trouble de l'opposition avec provocation, sur tout ça, sur les troubles comportementaux, qui sont des troubles qui engendrent des comportements d'agressivité, de violence, d'impulsivité, etc. C'est super intéressant. Il y a de la littérature scientifique internationale sur le sujet, il n'y en a pas énormément. En France, en français, il n'y en a quasiment pas. Il y en a très très peu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Je vais pas avoir des chercheurs qui vont venir me dire après, ouais, t'as dit que machin, non. Ah, il y en a peu. Mais en tout cas, ça fait pas partie de la culture des experts psychologues et j'en suis aussi le participant. Moi, c'est vraiment une culture que je n'avais pas encore il y a très longtemps. Je m'intéresse beaucoup à ça. On peut expliquer beaucoup de choses à travers le cerveau. On peut expliquer. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas en Outre-mer d'un individu qui a été reconnu coupable de meurtre. Il avait un syndrome dysexécutif. Je trouvais ça super intéressant. C'est un Phineas Gage, pour ceux qui connaissent Ah oui, le d'accord. cas, qui est un historique en psychologie. C'était super intéressant. Et là, pour le coup, il y a vraiment eu une expertise neuropsychologique qui a été demandée avec des questions vraiment propres à la neuropsychologie. Moi, j'ai étudié beaucoup et j'ai eu encore une fois le concours de mon ami Julie Gondrexon sur cette qui est neuropsychologue qui m'a épaulé sur Monique Olivier. Sur ce dossier-là, c'était super intéressant. Alors, c'est quoi, Et en effet, en quelques mots, ce truc-là que tu as dit 10 quelque chose? le Qu'est-ce que... syndrome des exécutifs, en fait, c'est un syndrome qui va toucher les fonctions exécutives et qui va amener à des déficits de planification, des déficits d'inhibition comportementale, avec Ok, souvent de l'agressivité, de l'impulsivité, etc., chez des personnes qui n'en avaient pas forcément avant, quoi. Je te la résume vraiment de ok. manière très Ouais, des synthétique. difficultés de se Et en fait, retenir dans des trucs ouais, un c'est ça. peu, des pics des colères, ok. Exactement. Ok. Et en fait, c'est super intéressant parce que quand on étudie la littérature scientifique en neuropsychologie légale, on se rend compte qu'il y a tout un tas de passages là qui peuvent être expliqués par ça, Hmm. à travers une démarche scientifique.
et qui sont pas forcément à expliquer à travers des notions comme la désintrication pulsionnelle ou ces trucs-là qui sont vraiment Alors là, complètement à l'ouest, quoi. Enfin, il y a beaucoup de. Moi, je trouve que c'est un champ qui est amené à se développer, la neuropsychologie légale. C'est très intéressant, ça explique beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir digressé. Je sais pas si je suis encore dans le champ de ta question on initiale. était, oui, si, on était dans l'idée de est-ce qu'il y a des facteurs, on va dire, génétiques ou naturels, même si ce terme est pas bon, La qui question des favorisent les choses, facteurs quoi. génétiques, je crois que de ce que je sais, mais je peux me tromper, hein, encore une fois, j'ai pas la présomption de tout savoir et je ne Hmm, sais pas tout. Mais de ce que je sais, la question du facteur génétique, elle n'est pas encore complètement tranchée. Apparemment, d'accord. euh, on ne peut pas de toute façon faire fi de la question environnementale, des facteurs environnementaux, familiaux, etc. Euh, Ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'on a vécu tout un tas de carences, ça fait partie des idées populaires reçues qu'on nous rappelle assez régulièrement. C'est pas parce qu'on a vécu des carences qu'on va devenir un criminel. Ouais. C'est juste que ça augmente le risque parce qu'il y a une inadaptation à la vie sociale qui est plus importante chez ces individus-là. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas en faire des individus tout à fait adaptés sur le plan social. Euh, euh, enfin voilà quoi. Hmm. C'est vraiment un sujet hyper étendu. Alors j'aurais peut-être une dernière question, ça fait déjà 1h46 qu'on parle. Alors, moi je trouve ça passionnant, on pourrait en parler toute la nuit, mais on va essayer de se tenir un peu à nos 2 heures. La question c'était que tu parlais aussi d'expertise pour des gens qui pourraient, par exemple, sortir de prison, on va refaire une expertise ou des choses comme ça. Est-ce Ouais. qu'il y a de la même manière des choses qui vont favoriser euh, comment dire, le retour dans la vie normale, psychologiquement? Est-ce qu'il y a, je sais pas, euh, enfin, la première chose, c'est est-ce qu'il y a des caractéristiques qui vont favoriser le retour, ou est-ce, Ouais, tout à fait. Ouais. ouais, et la deuxième, c'est comment tu viens évaluer ça, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment prouvé scientifiquement parce qu'il y a des modèles qui ont été initiés, notamment au Canada. Je pense au modèle risque besoin réceptivité, qui est un modèle qui préconise qu'en fait, on doit appliquer, en fait, le modèle dit que si on applique de façon standardisée des modèles des méthodes de prise en charge des délinquants, Mhm. on ne va pas forcément réduire la récidive, voire même dans certains cas, on va l'augmenter. Et qu'en fait, ça paraît couillon à dire, mais ça a été prouvé sur le plan scientifique. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. En fait, le modèle RBR préconise de proposer des programmes adaptés à chaque délinquant Oui, en d'accord. regard de facteurs qui sont personnalisés, de facteurs cliniques, facteurs dynamiques, etc. Et c'est de cette façon-là qu'on réduit le plus le risque de récidive. Et ça marche. Ça marche. En France, par exemple, il y a des études qui ont été menées sur les mesures alternatives à la détention, en fin de détention. Il y a une mesure qui a un franc succès, qui s'appelle le placement à l'extérieur. Le placement à l'extérieur, en fait, c'est une mesure qui peut être accordée à une personne. Merci Ah, mais Niru. il est Il est trop génial ce fort. mec, hein. Ouais, il est génial. Enfin, cette dame, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas qui Merci c'est beaucoup. d'ailleurs, mais merci pour l'étude. C'est exactement ça, le modèle d'Andrew. Euh, ouais, je parlais du placement à l'extérieur. En Ouais. fait, quand un individu condamné à une longue peine se trouve en fin de peine, qu'il lui reste un reliquat de peine d'1 an ou deux, il a la possibilité en fait d'être placé à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a toujours un statut de détenu, mais il bénéficie d'un logement social, il bénéficie d'un accompagnement psychologique, etc. Et pendant un certain temps, pour le réhabituer à la vie en société, parce que le milieu carcéral, c'est un milieu extrêmement fermé, Mhm. c'est un milieu très particulier, et c'est un type de libération conditionnelle qui a été qui est extrêmement favorable à la diminution du risque de récidive, quoi. C'est un très bon modèle. Ouais. Sauf que ça coûte cher. Oui, oui. Ça demande des appartements, ça demande des logements, ça demande du personnel social, du personnel médical, du personnel de santé. Enfin, ça demande tout un tas d'accompagnements, tout un accompagnement qui coûte très cher et qui n'est pas forcément favorisé par rapport à une sortie de détention sèche, quoi. Donc, enfin, il faut se rendre compte quand même on parle souvent du choc carcéral. On parle souvent du choc carcéral, c'est-à-dire du choc psychologique ressenti par un individu qui est placé en détention. Mais on parle très peu du choc carcéral inverse, quoi. C'est-à-dire de l'individu qui a passé un certain nombre d'années en Ouais, qui prison, qui se sort. retrouve dans la société. Mais c'est extrêmement déstabilisant Ouais. et bouleversant quand tu as passé un certain temps en détention. Tu n'es plus du tout habitué aux codes sociaux, entre guillemets, normaux. En plus, tu as acquis par apprentissage des codes sociaux qui sont des codes sociaux du milieu carcéral, qui sont quand Ouais. même très différents.
enfin, c'est hyper déstabilisant pour quelqu'un. Et en fait, quand tu te retrouves que t'as pas de boulot, que tu es tout seul, t'es pas forcément entouré, t'es pas forcément accompagné sur le plan social, bah, tu vas aller à ce qui est le plus facilement accessible, c'est-à-dire des fréquentations antisociales Ouais. versus prosociales. Hmm. Tu vas aller chercher ta picole, puis tu vas faire des conneries, et puis tu vas picoler parce que bah, t'as rien à foutre de ta journée. Et enfin, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est pas, Hmm. Oui, parce que c'est il une y a pas de, sortie, y a pas de grande révélation, hein. c'est une sortie sèche de la prison en fait. C'est-à-dire que tu fais Quand tes, il y a des sorties qui ouais, sont pas c'est ça. accompagnées, enfin, on sait que la littérature scientifique a prouvé depuis des décennies que les non-accompagnements de sortie augmentent énormément le risque de récidive. Et est-ce que t'as lu ou vu des trucs, ça me fait penser aux prisons sans mur, qui expliquent que, en gros, t'es obligé d'être quelque part, mais il n'y a pas de, comme l'idée de construire d'une prison, c'est-à-dire il n'y a pas de cellules, tu peux partir quand tu veux, et visiblement, ça serait plus respecté et il y aurait moins de récidives. Est-ce que tu as entendu parler ou pas du J'en tout? ai C'est entendu parler, mais je connais rien. C'est rien. vraiment un domaine dans lequel je suis pas du tout compétent, là. Parce Pour que le j'ai coup, cru voir je des sais. choses comme ça, où qu'effectivement, la responsabilisation, en fait, ça passait par la responsabilisation du condamné, et que visiblement, ça avait des bons résultats. Je vous dis ça, j'en sais rien. Voilà. Mm. Mm. Ça va un peu dans le sens de ce que tu Ouais, disais, c'est pour ça que je trouvais que c'était pas totalement incohérent, mais bon, ouais, pas ouais, non, d'infos. mais très Ouais. certainement, mais pour le coup, ça dépasse mon champ de compétences. Moi, je suis vraiment un expert. J'interviens quasiment que en phase pré-sententielle. Donc, le milieu carcéral, c'est pas forcément une science que je connais. Ouais. La science pénitentiaire, c'est vraiment pas du tout. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je bosse là-dessus. Je suis carencé, j'en ai bien conscience, mais je, 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 je suis pas assez spécialiste dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Michael. On va s'arrêter là pour cette fois. Je veux vraiment, vraiment du fond du cœur te remercier. Je t'ai déjà remercié off, mais je veux te re-remercier maintenant parce que c'est vraiment top que tu prennes le temps, autant de temps, pour qu'on puisse discuter, parce que je pense que ta parole est une parole super importante pour juste l'effet sidération dont on a parlé, que tu as vécu quand tu t'es rendu compte que visiblement ça se passait pas tout droit quand on faisait de l'expertise psychologique judiciaire, que j'ai vécu quand je t'ai entendu pour la première fois et que je pense que beaucoup de personnes ont été très intéressées et vraiment sur le cul, encore une fois, que ce genre de choses existe. Mais que bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc faut que l'information puisse passer. Donc voilà, vraiment merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir offert cette tribune, encore une fois. Enfin, je trouve ça. Moi, je refuse jamais de. Je suis régulièrement sollicité pour des conférences ou des choses comme ça. Je refuse jamais d'intervenir parce que j'ai à cœur de sensibiliser les gens à cette. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais à cette cause que je défends parce que je pense que c'est important c'est important pour une démocratie, en fait, hein, très Ouais. franchement. Euh, Moi, j'y vois vraiment un rôle démocratique et Mm. républicain. Voilà. Et il y a un boulot à faire et je suis très content de pouvoir l'exprimer quand je peux. Donc, merci à toi. Mais c'est vrai que ça a un impact vachement plus large, je trouve, politiquement. Ne serait-ce que quand tu dis qu'on sait qu'il y a certaines choses qui font que des gens vont plutôt passer à l'acte, des choses qui vont faire que des gens vont pas Ouais. récidiver, et que, en fin de compte, à la fin, il n'y a pas mis en place les choses qui pourraient fonctionner. C'est pas juste, il y a un problème en justice, quoi. Il y a un truc vachement plus large à ta prise de parole, et à tes remarques. Et donc, je trouve que, voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et tout le monde te remercie, voilà, merci encore. Pour tout le monde, la prochaine fois, on va parler d'histoire, parce que on fait de la vulga de SHS, donc on n'a pas fait d'histoire, on a fait 2 fois de la psycho. Donc on va parler d'histoire et on va essayer de parler de la démocratie aux États-Unis. Et on va essayer de se poser la question si, en fin de compte, à un moment, est-ce que c'était pas une sorte d'utopie démocratique tout ça? Est-ce qu'il n'y avait pas quand même une idée très forte de la démocratie? Et on va parler de tout ça avec François Robinet, qui est doctorant en histoire. Et vous allez voir, c'est passionnant. C'est un puits de science sur son thématique. On va parler de pas mal de choses. Donc si vous avez envie, c'est mercredi prochain. Merci beaucoup à tout le monde, les personnes qui se sont abonnées dernièrement, les personnes qui ont chatté, les personnes qui étaient là mais qui ont rien dit. On vous oublie pas, merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Donc encore une fois, merci Michael. Et bonne Merci à soirée à toi. tout le monde.